Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Blast, blast, blast. Et blast back. Non mais c'est agressif, hein, mais vous verrez que pas du tout en fait. Ce terme-là, bientôt vous allez le trouver très sexy. On n'aurait pas cru et on va passer directement du fantôme fumant de Ben Solo au fantôme pas fumeux de Rex Harrison, de Daniel Craig dans Le Fantôme et Mrs. Muir ou l'aventure de Mrs. Muir. D'ailleurs on pourra discuter des titres parce que rien que ça, le choix des titres c'est intéressant, qui est donc le premier épisode que nous allons consacrer à notre spécial vintage, voilà, les vieux films, et dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et parfois même des remakes. Et donc voilà, donc c'était mon choix pour aujourd'hui, film que tu n'avais jamais vu mais dont tu m'avais entendu parler plusieurs fois. Oui, c'est vrai que tu l'as mentionné plusieurs fois, et puis j'étais intriguée parce que, histoire de fantôme, Rex Harrison, tu connais tout mon amour pour Rex Harrison avec Cléopâtre et My Fair Lady, entre autres. Je l'avais vu jouer aussi dans un téléfilm où il était très âgé sur l'affaire Anastasia. Mais ouais, ce film-là, où il était beaucoup plus jeune, je le connaissais pas. Faut le voir, parce que c'est vrai que c'est probablement son perso le plus sexy. Donc, il est chouette. Quand on aime Rex Harrison, tu penses pas nécessairement à sexy en soi quand tu vois Rex Harrison, c'est une voix et une présence. Et j'ai appris plusieurs trucs, moi, en préparant cet épisode. Finalement, je m'étais pas toujours penchée sur la biographie de Rex Harrison. Je ne savais pas qu'il était aveugle de l'œil gauche. Écoute, moi non plus. Et... tu vois, tu l'as appris. Et c'est vrai qu'il a des fois une façon de se tenir qui explique ceci. Il avait contracté une rougeole quand il était enfant et il a perdu la vision à son œil. Et tu vois, ça l'a pas empêché d'être sur le pont jusqu'à pratiquement la veille de sa mort. À plus de 80 ans, il était encore sur les planches, cet homme-là. Oui, quand il a continué à jouer quasiment jusqu'à son dernier souffle. Et puis, alors moi, je savais pas en fouinant sa biographie non plus, qu'il s'était marié aussi souvent. Quel charmeur, ce Rex Harrison. Alors, charmeur, non, parce qu'en fait c'était un connard. Ça c'est le truc pas sympathique, c'est-à-dire que il fait partie de ces hommes hyper talentueux et quelle voix, on va en reparler, mais c'est... Confound it, madam, my language is most controlled. Cet épisode va parler de beaucoup de belles voix, alors dans une belle continuité avec Adam Driver, parce qu'il y a quand même deux acteurs à voix dans ce film. George Sanders et Rex Harrison, c'est quand même c'est l'étalon or, les deux étalons d'or de l'Angleterre de l'époque, clairement. Enfin, tu peux pas faire mieux. Et alors, Rex Harrison, il avait inspiré, ça aussi c'est un détail marrant, qu'il a inspiré la voix de Stewie dans les Griffins. Je savais pas du tout, tu vois, mais effectivement. Mais effectivement, c'est Liz Taylor qui, quelques années après avoir tourné Cléopâtre, avait dit c'est un pauvre type, c'est un connard. Ah oui, il était immonde apparemment avec ses partenaires, il se comportait pas très bien avec les femmes, donc il était bien casté pour faire professeur Higgins parce que c'était pas quelqu'un de très sympathique. Voilà, c'est terrible. Finalement, c'est peut-être pour ça que je m'étais pas trop penchée sur sa biographie. Par contre, sur la biographie de Jean Tierney, on aura beaucoup de choses à dire parce que alors elle, pour le coup, je la connaissais bien sa biographie et là, j'adore Jean Tierney. Je pourrais citer plein de films d'elle pour cette session là. Pratiquement, je pourrais passer tout mon temps à faire des films avec Jean Tierney. Il y en a au moins 2 autres avec elle qui sont indispensables dans ma filmographie. Enfin, en tout cas, dans des trucs que j'adore, tu vois, regarder. Et Mankiewicz aussi, c'était trop normal que je commence avec Mankiewicz. Je peux citer Cléopâtre, mais... oui. Moi, j'ai commencé mon amour pour le vieux cinéma américain virtuellement avec Mankiewicz, quoi, avec ce film, avec Chaîne conjugale, Cléopâtre, Ève, Jules César. Enfin, j'adore beaucoup de ces films et c'est vraiment un très très bon réalisateur. C'est un bon. C'était pas un très bon gestionnaire. Il a été complètement dépassé par la machine Cléopâtre, mais si un jour on fait Cléopâtre, on y reviendra en détail. Je pense que tout le monde a été dépassé par la machine Cléopâtre. Le bulldozer, surtout le studio qui a failli pas s'en remettre. C'est le tournage de l'horreur quand même. Oui, ils ont eu que des merdes. Entre la maladie, la météo, les changements de réalisateur, la liaison fatale, enfin rien n'allait là-dedans quoi. Et pourtant, c'est devenu un film culte. Mais quand tu te penches sur Le Fantôme et Mrs. Muir, c'est vrai que j'ai halluciné quand j'ai vu que tout le beau linge qu'il y avait là-dedans, en fait. Je ne fréquente que du beau linge, Aurélie. Je suis très flattée que tu me mettes finalement dans le même panier. Dans les mêmes draps, oui.
Jean Tierney, je dis pas non, hein, évidemment. C'était une très belle femme, c'est sûr. Moi, j'ai pas souvenance d'avoir vu des films avec elle, mais déjà, faut rappeler que c'est un film de 1947, en noir et blanc, mais faut pas que ça vous arrête, hein. Des films en noir et blanc, on va vous en proposer plusieurs, et en fait, ils sont top, hein, ça change rien. Et puis, 1947, basé sur un roman qui est sorti genre 2 ans avant. Oui, 45, ouais. Donc voilà, ils se sont vite emparés de l'histoire, ils avaient dû flairer le bon filon. Je sais pas comment ils l'ont flairé, parce que moi je me souviens que j'avais acheté le bouquin juste après, tellement j'aimais ce film quand j'ai fini par le voir, et c'est le seul bouquin de cette autrice, hein, je précise, parce que tu le sais pas quand tu vois le nom R. Haddick. Elle a utilisé des... c'est un pseudo masculin. Ouais, elle a fait un pseudo comme à la Brontë ou à les machins, tu vois, elle s'était cachée derrière un nom très très passe-partout, hein, tu peux pas savoir, donc c'était pas son vrai nom d'ailleurs, en plus j'ai oublié son nom. Et le bouquin, je pense, devait être très oubliable, car je l'ai très vite oublié, et n'avait pas finalement... Je me demande dans quelle mesure c'était pas plus proche de ce qu'ils ont fait après en série télé, dans les années possible. 60. Parce qu'elle a un garçon et une fille là-dedans, et c'est pas ce que tu as là, donc je sais pas, l'esprit peut-être qu'ils l'ont senti, mais le bouquin est très décevant, donc je ne recommande pas le livre, en tout cas dans mon souvenir, fallait pas le lire, quoi. Donc en fait, on doit la qualité de l'histoire plutôt à Philippe Dune, qui a signé le script. Manifestement, il a fait un gros travail là-dessus, quoi. Écoute, moi, ça a été une excellente surprise. Bon, je me doutais... Surprise, oui, non. Je me doutais que ce serait chouette parce que c'est un film que t'aimes beaucoup. Quand j'ai vu le cast et tout, je fais oh, ok, voilà. Et puis, je craignais un truc un peu gnangnan et ça l'est pas du tout. C'est un film qui est étonnamment moderne et féministe dans le bon sens du terme. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais on aura largement l'occasion d'y revenir, je pense. Oh, bah oui. Moi, on en avait parlé tous les deux d'ailleurs quand tu l'avais vu. Moi, ça m'a frappé. Quand je l'ai vu assez jeune, si tu veux, ça m'a pas frappé à ce point-là, à quel point c'était sur les. Je le percevais, mais c'est vraiment ce qui ressort maintenant aujourd'hui, quoi. L'émancipation féminine qui se fait sur tous les niveaux et qui soulève également pas mal de questions sur ce que les femmes ont gagné là-dedans, parce que c'est un peu doux amer quand même. Oui, c'est pas une victoire totale d'une femme. C'est pas une victoire totale d'une femme émancipée. C'est vrai que. À replacer dans l'époque, parce que si c'est un film de 47, c'est vrai qu'on n'a pas reprécisé, mais l'action se passe, ça commence au tournant du siècle, c'est-à-dire vraiment, 1900, quoi, entre 1899 et 1900. Enfin, vraiment au moment, on est encore en époque victorienne. Hein. Et en fait, ça va être une année de vie et ça se termine dans les années 40, quoi, presque contemporain. Ah, peut-être. Non, moi j'aurais dit plus tard encore. Plus tard encore. Vu la tenue, les tenues de la fin, j'aurais dit les années 50, 40, 50. Ouais. Mais en fait, si ça récupère l'année de publication du livre ou de tournage. L'année du tournage, exactement. Ouais. Donc en fait, ça rattrape le temps. Mais l'essentiel de l'action se passe sur une année. Et c'est une année au début du XXe siècle. Ouais. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, ce que les femmes avaient à gagner en termes d'émancipation était à la fois énorme et à la fois très peu à notre aune moderne. Peut-être, on peut considérer que c'est pas grand-chose, mais ce qui se passe là-dedans, c'est pas une petite révolution en fait. Non. Et puis alors, je dois dire que l'actrice le porte avec énormément de grâce et de force. Rien que la première scène, c'est une affirmation de fuck le patriarcat, fuck la belle famille. Je vais faire mes choix et j'en bringue ma fille avec moi. C'est-à-dire que non seulement elle va s'émanciper elle, mais en plus elle prépare le terrain pour la génération suivante, celle de sa fille, qui est interprétée par une toute jeune Natalie Wood, c'était trop mignon, qui elle évidemment va monter en puissance aussi, parce qu'elle aurait eu l'exemple de sa mère depuis qu'elle est toute petite, quoi. C'est un film où il y a presque que des femmes en fait, il y a une majorité de femmes là-dedans, il y a peu de personnages masculins, ils sont marquants, c'est sûr. Ils sont hyper marquants, ouais. oui, voilà, mais on va en reparler. Et en même temps que c'est un fuck de patriarcat, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que, oui, il y a des comportements toxiques qui sont dénoncés, mais on ne jette pas tous les hommes avec l'eau du bain, et il y a la masculinité est quand même extrêmement mise en valeur, justement. Donc t'as des femmes et féministes, mais en même temps très féminines, on peut être les deux, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur la chaîne. Donc, elle a vachement sa place, cette vidéo sur notre chaîne, très clairement, avec ce qui nous intéresse et ce qu'on essaye de poser dans nos différents choix cinématographiques ou thématiques, on va dire. Et en même temps, des hommes
très masculin, mais pas toxique. Oui. Et puis, faut se méfier des faux semblants. Donc ça, c'est aussi c'est intéressant. On y reviendra dans la partie spoil. Et puis, tu as aussi une belle évolution des personnages principaux. C'est-à-dire que qu'on soit vivant ou mort, on n'a pas fini son arc narratif. On n'a pas fini son évolution et tout le monde peut changer par la magie d'une rencontre, des sentiments, etc. Même après la mort. Donc voilà. Si vous croyez en ce genre de choses, bah là, en plus, ça va dans ce sens. C'est une histoire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est une histoire romantique. Mais pas que, puisqu'on l'a dit, il y a des enjeux féministes, politiques, etc. Il y a un personnage féminin qui est extrêmement bien campé, qui est extrêmement bien écrit et qui est pas à deux dimensions. On a affaire à des gens d'un certain âge. Cette femme, elle a été mariée, elle a une enfant de 8-10 ans. Quand on commence, on ne spoil rien, hein, c'est une veuve. On la rencontre, c'est réunion de famille, donc avec la belle famille, qui, là déjà, ça donne un indice, n'est représentée que par des femmes. Il y a la mère du défunt mari et la sœur du défunt mari qui sont des bitches, surtout la belle-sœur. Et c'est le moment où l'héroïne leur dit « Bon bah ça va, ça fait 1 an que je suis endeuillée, mon mari il est mort et enterré, je me casse avec ma gamine sous le bras, je reste pas à vivre avec vous en fait, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à vivre. » Donc j'avais trouvé ça très très fort comme scène d'introduction du film. Je me suis dit ok, je m'attendais pas du tout à ça. Ça donne le ton pour la suite et j'étais embarquée avec l'héroïne tout de suite en fait. J'étais vraiment avec elle tout de suite. Ça me la rendait extrêmement sympathique. Puis elle est intrigante. Elle est vraiment complètement atypique d'entrée de jeu. Surtout si tu le replaces dans l'époque. Ah, il y a des extrêmement bonnes répliques dans ce film. C'est vrai que c'est la première que tu cites. Alors bon, j'ai jamais vu en français, donc je ne sais pas. Même si c'est disponible en français d'ailleurs. Mais bon, si on le retraduit, c'est mais comment est-ce que tu peux quitter ce pauvre Edwin et qui était le nom de son mari donc, et elle dit mais je ne le quitte pas, c'est vous que je quitte. Et il y en a une autre réplique que j'adore particulièrement mais George Sanders en a beaucoup. Ouais. Mais George Sanders a probablement une de mes répliques préférées, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que tu disais avec le côté romantique, tu vois, c'est ça qui m'avait le plus marqué. Moi, jeune fille, je me souviens de l'avoir vu très jeune, probablement sur le ciné-club ou le cinéma de minuit, j'ai oublié, mais j'avais vu assez jeune. Et je me souviens aussi que j'avais une prof qui nous l'avait passé au lycée, prof d'anglais qui nous l'avait passé. J'étais probablement une des rares à être fascinée par le truc pendant que les autres foutaient le bordel. Moi, j'étais en train de regarder mon film. Et le côté ultra romantique était surtout ce que j'avais repéré. Et c'est vrai qu'il y a vraiment 2 lectures à ce film. Ça cohabite et parfois ça cohabite pas vraiment, mais c'est peut-être à discuter. Et c'est vrai que tu as à la fois le côté purement, c'est une histoire d'amour impossible, ça on ne le spoil pas non plus, puisque c'est une histoire, comme le dit le titre, entre un fantôme et une femme vivante. Et de l'autre côté, effectivement, la question de l'émancipation féminine. Et les deux, des fois, sont un peu en porte-à-faux, quoi. Les deux ont leurs limites. On te le présente comme ça dans le film, c'est-à-dire que les deux vont avoir leurs limites pour des raisons diverses et variées. Tu parles de la romance et du côté romantique. Oui, c'est une histoire d'amour, c'est un film romantique. Mais ce que j'ai apprécié aussi, c'est que donc on a 2 personnages masculins principaux et on te montre 2 facettes de la romance. Oui. J'irai pas de l'amour, mais de la romance. Il y a quand même une sacrée nuance et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que du coup, c'est un film qui devient hyper méta. C'est-à-dire que, et alors en plus, évidemment, c'est du female gaze, on va pas vous mentir. C'est pour ça que ça nous a plu aussi et je pense que c'est pour ça que tu as été réceptive très jeune. C'est que c'est vraiment un film romantique qui vise les femmes, mais pour autant, il est suffisamment truculent et intéressant pour que les hommes ne soient pas rebutés en disant « Ah ben, c'est un truc de gonzesse et machin. » C'est pas Coup de foudre à Notting Hill, si vous voulez. Après, il y a plein d'hommes qui aiment Coup de foudre à Notting Hill. On ne juge pas, au contraire, on approuve. Enfin voilà, bravo. Mais voilà, moi c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est 2 regards différents sur la romance, sur les love interests d'un personnage féminin central. Comment ça se gère, comment ça se manifeste dans le film. Alors female gaze, mais bon, pour le coup, t'as aussi pas mal, c'était assez curieux, c'est-à-dire que t'as pas mal de points de vue subjectifs des hommes sur le personnage principal de Lucie,
donc, elle est vue à travers les yeux du fantôme, elle est vue à travers les yeux de l'autre personnage principal, Miles, qui sont pas en stalker, mais pas loin quand même. Si, je vais le dire, en stalker, si, on peut le dire. Parfois, c'est même étonnant, vu les partis pris de ce film, de partir là-dessus. C'est-à-dire qu'elle est vraiment vue comme un objet plusieurs fois en fait de désir ou de convoitise, désir je vais dire. Alors ça va sûrement avoir avec d'une part l'époque, hein, parce que oui, je pense que voilà. Le fait que ce soit un réalisateur masculin, mais comme on l'a dit, les réalisateurs masculins ne sont pas dénués de female gaze, et Mankiewicz a fait beaucoup de choses avec des personnages féminins très bien écrits, que ce soit dans Ève ou que ce soit dans La Comtesse aux pieds nus, j'ai oublié de le mentionner, celui-là que j'adore, mais qui est vu complètement du point de vue des hommes, hein. C'est un personnage féminin qui est vu justement complètement à travers les visions subjectives, et c'est comme ça qu'elle nous échappe finalement, parce qu'on saura jamais sa vraie version, mais en soi c'est un parti pris intéressant sur le fait que la voix des femmes, elle nous est jamais, et le point de vue des femmes nous est jamais donné. Je suis convaincue que c'est le message qui est derrière. Et puis chaîne conjugale qui était complètement sur le point de vue des femmes, puisque les hommes, pour le coup, étaient extérieurs, étaient des personnages secondaires, et c'était la manière dont les femmes percevaient leur mari et percevaient leur relation. Et celui-là est un véritable bijou. Je sais pas s'il sortira là ou s'il sortira une autre fois, mais j'aime particulièrement ce film aussi. Alors c'est vrai que c'est Jean Tierney. Jean Tierney, comme tu l'as dit, quel bel objet. Je veux dire, c'est une femme sublime. C'est une très bonne actrice aussi. Moi, j'aime beaucoup. Tu disais que tu n'avais pas forcément vu beaucoup de films. Laura, là pour le coup, encore un problème de femme à qui on donne pas nécessairement sa voix et qui est victime d'être un objet de convoitise de tous les hommes autour, d'une certaine manière. Mais Laura, elle est superbe dedans. Elle est géniale dans un film très très problématique, justement, avec un personnage d'anti-héroïne, hein, qui s'appelle Péché mortel. D'accord. C'est vraiment pas un rôle facile, et qu'elle soit partie là-dedans, c'était assez fascinant quand même. Après, les rôles d'anti-héroïne ou de méchante ou de femmes cassées, c'est souvent comme ça que les actrices donnent la mesure de leur talent. A fortiori si elles étaient belles, et que du coup on avait tendance à les caster, et c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'elles étaient belles, qu'elles ont approuvé, soit parce qu'elles ont vieilli et que du coup on leur propose plus ce genre de rôle, ou voilà, hein, elles ont approuvé que je suis pas qu'un physique, en fait j'ai plein de choses à dire, donnez-moi des personnages difficiles à ma mesure, et puis en général ça donne des choses très 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 intéressant. Ah mais ça c'est carrément Jean Tierney, hein, on peut le placer tout de suite, tout à fait sa personnalité, qui elle était, une actrice américaine. Il y a beaucoup d'anglais, ça s'est passé en Angleterre, mais c'est la seule finalement américaine là-dedans, à part Natalie Wood. Donc elle vient d'une grande famille, elle a étudié en Suisse, elle parlait français très bien. Elle était tellement jolie qu'un jour quelqu'un l'a arrêtée dans la rue en mode mademoiselle, vous devriez faire du cinéma, et donc elle a commencé à faire du cinéma effectivement. Première chose qu'elle a dû faire, bien qu'étant magnifique, c'est qu'elle a dû perdre du poids. Ah putain. Voilà, et comme elle a dit, 25 ans de régime après. C'était sa vie. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui se laissait pas faire. Elle a envoyé chier pas mal de réalisateurs, notamment avec Lubitsch, avec qui elle s'était fritée grave. Donc elle n'était pas du genre à se laisser dominer. Mm-hmm. Son mari principal était Oleg Cassini, qui a signé les costumes pour elle d'ailleurs, pour ce film. Donc un grand couturier américain. Mais alors, j'ai pas l'impression, c'est pas du niveau de Dior ou machin, mais il est surtout connu pour avoir fait les vêtements de Jackie Kennedy. Ah. Et il avait été un temps fiancé avec Grace Kelly, mais il n'avait pas eu le droit de l'épouser parce qu'il a été divorcé déjà et machin, et dans la famille, ça passait pas dans la famille de Grace Kelly. Mm-hmm. Mais c'était son premier amour était Grace Kelly, et donc après il a épousé Jean Tierney. Et là c'est le drame. Ah oui. Et c'est la connexion avec Liz Taylor d'ailleurs. Je sais que tu penses à ce film parce que forcément, c'est le drame parce qu'alors, je vais te laisser après raconter ce film, mais avec Oleg Cassini, ils ont eu 2 enfants, 2 filles. Ils ont une première fille, je vais te laisser la primeur de raconter cette histoire après, qui est très intéressante et dont t'as déjà parlé plusieurs fois, donc je savais que tu aurais envie de le placer. Il s'est passé que cette fille a eu un problème de santé. Le couple s'est séparé.
séparés et ils se sont réconciliés plus tard. Ils ont eu un enfant, ça s'est très bien passé cette fois-là, mais ils sont encore séparés. Elle a fini par se remarier avec, je crois, un Texan, justement un peu à Elizabeth Taylor. Elle a fini dans des ranchs et des machins. Et elle était experte au bridge. Elle avait refait sa vie comme ça, et elle est morte d'un emphysème. À un âge respectable. Hein. Et elle a eu une liaison aussi. Elle avait eu une liaison avec Kennedy. Je sais qu'elle était allée à l'époque où elle était déjà mariée avec Jackie. Hein. Enfin, elle était allée une fois lui rendre visite avec Grace Kelly déguisée en infirmière dans un hôpital. Et elle a eu une liaison également avec le Khan qui avait épousé Rita Hayworth. Elle est morte à 70 ans, en 91 au Texas, effectivement. Je rebondis pour dire que qui n'a pas été la maîtresse de Kennedy d'une manière ou d'une autre. Hein. Moi déjà, c'est sûr, mais j'étais pas née. Oui, voilà. Alors, c'est une bonne excuse pour ne pas avoir été sa maîtresse, mais c'est ça qui t'a sauvée, tu vois, parce que sinon... Ouais, j'aurais préféré ne pas être sa maîtresse, tout de suite. C'est en lisant sa fiche, je me suis dit, mais merde, en fait, le pitch du miroir se brisa, donc le roman d'Agatha Christie, en fait, repose sur l'expérience personnelle de Jean Tierney. Parce qu'en fait, en 1943, alors qu'elle était enceinte de sa première fille, Daria Cassini, elle a contracté la rubéole. Et en fait, quand tu es enceinte et que tu contractes la rubéole, l'enfant naît souvent avec des malformations pas possibles. C'est très, très, très compliqué. Et donc c'est un des ressorts principaux du roman et puis du film qui en a été tiré. Le miroir se brisa. Et dans le film Le miroir se brisa, le personnage principal, qui est en fait la copie de Jean Tierney, est interprété par Elizabeth Taylor. Voilà, donc comme ça on boucle la boucle, aussi bien Jean Tierney, tu sais, je sais pas combien de degrés de séparation d'Elizabeth Taylor, Rex Harrison, Jean Tierney, Mankiewicz, on est en plein dedans là, tu vois. Oui, et puis t'en as parlé récemment sur Glass Onion aussi. Oui, donc, exactement. Mais il n'y a jamais de hasard dans les trucs qu'on regarde aussi, je pense que tout est lié à un moment ou à un autre, donc les choses se recoupent, je pense qu'on a tendance à graviter autour de certaines choses qui font sens en fait. Mais c'est vrai que ça m'a frappée. Et du coup, j'ai éprouvé beaucoup de compassion pour cette femme parce que je me dis, mais quelle tristesse, quoi. Quel désastre pour elle et pour son mari. Mais voilà, donc elle a eu une vie pas facile. Et apparemment, elle avait aussi des problèmes de santé. Je veux dire, ça fait quand même 2. Tu vois, on avait Rex Harrison avec son œil. Et tu pourrais même dire 3 parce que George Sanders, il a aussi... c'est aussi intéressant son parcours. Il est né en Russie, lui, avec ses parents devaient être, je sais pas, diplomate, j'en sais rien. Et il a dû quitter la Russie rapidement pendant la révolution de 1917 quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas rien. Il est né quand même dans l'Empire russe. Ça reste, c'est marrant. Ça nous semble tellement vieux maintenant, tu sais. Mais ça, forcément. À cette époque-là, 47, c'était hier, si tu veux, la révolution russe, donc... oui, parce que tu vois, il est né en 1906, donc en fait, quand le film est sorti, il avait 41 ans, il était très jeune, donc... Et il a fini alcoolique, ce qui va créer des liens intéressants avec eux. Voilà. Ouais, c'est un personnage aussi, George Sanders. C'est Shere Khan quand même déjà premièrement, donc voilà, la voix de George Sanders, formidable. Oh my dear young woman. Ouais, c'est sûr. Le pitch, j'ai déjà tourné autour au tout début, en fait, voilà, donc Lucy Muir, un an à peu près après la mort de son mari, elle décide de tout plaquer, de se barrer de la belle famille où vivent les deux bitches là. Elle prend sa môme et une des servantes, Martha, sa servante, celle qui l'accompagne depuis même avant pour mon mariage. Qui est un peu plus âgée qu'elle, mais pas tellement. Elle les prend toutes les deux. Elle part vivre au bord de la mer en Angleterre et elle flash sur une maison que on va dire l'espèce de scribouillard, l'agent immobilier slash agent avocat, tu sais. Que j'adore. Le mec il fait trop rire. Il est terrible. Il veut pas lui vendre et en fait elle finit par comprendre c'est parce que la maison est hantée et que le fantôme, donc interprété par Rex Harrison, a fait fuir tous les précédents locataires. C'est une maison qui est allouée, un cottage qui est alloué, qui est idéalement situé sur la baie. Tu peux voir les bateaux rentrer, sortir, machin, voilà, enfin bon, bref. Évidemment, comme c'était un capitaine, Rex Harrison, il voulait observer la mer et les bateaux.
depuis chez lui. Et elle flash sur cette maison l'appelle, il se passe un truc contre toute attente. Et comme elle est têtue comme une mule et qu'elle aime pas du tout la façon dont l'agent immobilier l'a prise de haut, lui a parlé avec condescendance, lui a fait du mansplaining, etc. Elle lui dit fuck you, en fait, c'est dans mon budget, j'adore cette maison, je m'installe là. Mais vous n'y pensez pas? Ah si. Et donc elle arrive avec sa fille, sa servante, ses bagages, puis elle s'installe dans la maison qui est restée dans son jus, la maison du marin, du capitaine. Et bah évidemment, le capitaine, ça lui plaît pas du tout. Donc il va essayer un certain nombre de techniques pour la faire fuir, pour lui faire peur. Mais tout ce qui a marché avec les précédents locataires ne marche pas sur cette femme parce que elle a du répondant, elle en a marre qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire et machin. Elle aime cette maison et elle restera. Va te faire foutre. Et puis elle est jolie. Elle est jolie, ça aide aussi. Mais, elle lui plaît bien aussi, c'est ça. Elle lui tape pas dans l'œil tout de suite, mais assez rapidement quand même. Tu sens qu'il n'est pas insensible à son charme. Et puis alors, ce qui est très amusant aussi, c'est... Alors t'as dit qu'elle était américaine, mais qu'elle avait fait des écoles en Europe, parce que moi j'ai pas senti une once d'accent américain. Ou alors soit elle imite très bien l'accent britannique, soit elle a eu une très bonne éducation comme Liz Taylor, qui avait un accent britannique tout en étant américaine. Oui, mais elle avait grandi en Angleterre, Liz Taylor. Voilà, donc ça... Mais en tout cas, ça s'entend pas. Et puis alors lui, il cabotine à mort, il se fait plaisir. C'est pour ça qu'on a commencé avec Blast, parce que il jure comme un charretier ou comme un marin. Et voilà, c'est pas le capitaine Haddock, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça dans le look, c'est sûr. Il y a pas voilà, puis il estime que les gens qui sont chez lui sont probablement des petits sparadraps, mais j'ai jamais trouvé le capitaine Haddock sexy. Par contre, non, mais en même temps. Et surtout, je ne suis pas femme à barbe. Je suis pas trop mon truc à la base normalement, mais alors j'ai toujours adoré Rex Harrison dans ce. Ça lui va rôle. Vachement bien et avec le col roulé noir et la veste noire dans laquelle il flotte d'ailleurs. Je sais pas si c'était fait exprès ou il avait pris du poids. Ça m'étonne parce que il est tout fin dans My Fair Lady. Tu sens que c'est quand même quelqu'un qui a pas juste fait du théâtre et du cinéma. Ces mecs-là, ils savaient tout faire. Ils savaient danser, ils savaient chanter. Voilà. C'était le musical au sens large. Oui, quoi. Notamment, il avait créé Le Roi et moi. Ça semble hallucinant. C'est dingue, Ouais. Oui. Ouais, t'es là quand même. Non, oui. Comme ça, on atterrit sur Yul Brynner. Tu sais bien que moi, j'aime Yul Brynner. Oui, de toute façon, je l'aurais casé forcément parce que j'allais te dire que la série des années 60, dont je me souviens très bien, je ne sais pas pourquoi, parce que ça devait pas être c'est formidable. D'ailleurs, ça avait duré que 2 saisons, ça avait été annulé 2 fois de suite. Première saison, ils avaient voulu annuler, ça avait été rattrapé, ils ont re-annulé après, donc ça devait pas être fantastique. Mais je m'en souviens, et je me souviens très bien de la série télé du Roi et moi, avec Yul Brynner d'ailleurs aussi. Tu vois, donc comme quoi. Ouais, après, peut pas. Ouais, je pense qu'il va sortir lui. À un moment donné, tu vas réussir à nous caser, écoute, Yul là, quand même. Faut qu'il sorte un peu mon Yul préféré, quand même. Et puis, je pense qu'on va peut-être. Au niveau de la prod, t'as des choses à ajouter sur la production de ce film? Oui, puis tu sens qu'il y a des moments de propagande post-guerre quand même. Ouais. Des hommages appuyés à la Navy et à la RAF et tout ce que tu veux. Il y en a quelques-uns. Alors, si au niveau de la production, c'est un montage qui est fait par une femme, Dorothy Spencer, et la musique par Bernard Herrmann, c'est qui a écrit la musique qui avait composé pour Citizen Kane. Il considérait que alors qui est très belle cette musique, elle est vraiment très particulière. Et il considérait que c'était son œuvre la plus personnelle et peut-être la plus aboutie, et qu'il avait fait en parallèle avec un projet d'opéra qui était Les Hauts de Hurlevent, qu'il faisait en même temps. Et il a utilisé les mêmes leitmotifs et il est beaucoup sur le leitmotiv dans ce film, avec donc beaucoup de leitmotifs autour du flux, du reflux et du passage du temps, notamment parce que ça se passe au bord de l'eau, mais aussi parce qu'il y a la question du temps qui passe. Ouais, ça, c'est exactement. super important. Pas grand-chose sur la production en soi. On a déjà parlé du réalisateur, de Oleg Cassini qui avait fait les costumes. On a parlé des acteurs. Et juste sur ce que tu disais, c'est pas de la production, mais quand tu as commencé à parler de l'histoire de chez l'agent immobilier, ça m'a toujours fait marrer, parce que ça m'a toujours fait penser dans les contes de la rue Mouffetard, la sorcière au placard à balai. C'est exactement la même scène, quasiment avec très bien cette maison, puis elle coûte que dalle, là, on peut pas l'installer, toi. Voilà, bon, il n'y a pas un placard à balai, mais alors, du coup, comme moi je l'ai découvert là il y a quelques jours, moi ça m'a renvoyé vers The Grudge.
tu vois. Oui, alors, et notamment sa parodie dans Scary Movie, tu vois. Ça va plus s'envoyer là. Ah non, bah alors là, non, tu vas tout tuer, là, non, parce que c'est une scène qui est rigolote, donc il n'y a pas besoin d'en faire un film d'horreur, et puis c'est pas un film d'horreur. Bah, c'est pour ça que je suis partie sur la parodie dans Scary Movie, parce qu'ils rendent ça drôle. Tu vois, l'agent immobilier qui renoie le fantôme du gosse dans la baignoire pour pas que l'acheteuse s'en rende compte et tout. Bah, on a la référence qu'on peut, hein. Et puis, aussi en thème principal, mais on va en parler, quelque chose qui est passionnant là-dedans, c'est évidemment tout ce qui est l'exploration de l'imagination et de la littérature. Tu as déjà parlé de la question de la romance telle qu'elle est représentée finalement pour les femmes, et donc c'est la question des femmes et de la littérature est essentielle là-dedans, mais pas que le thème principal de l'histoire, parce qu'il va y avoir l'idée d'écrire un livre. Donc effectivement c'est le thème, ça irradie autour par plein d'aspects, c'est-à-dire ce que les femmes consomment comme littérature, comment on voit les livres écrits par les femmes. Ou pour les femmes. Également. Oui, bah, il y a un passage chez l'éditeur qui est assez savoureux quand même. Oui, qui est passionnant. Et puis il y a aussi des citations littéraires qui sont faites, puisqu'il y a tout un travail autour de une citation importante qui est faite sur Keats, sur l'Ode à un rossignol. Donc, et ça n'a pas été choisi par hasard. Comme il le dit à un moment, elle s'émerveille sur cette maison, en disant, on dirait une maison qui vient d'un livre, d'un poème, quelque chose. Et il dit, ah oui, parce que c'est pas ton marin de base. Hein. C'est un homme très lettré. Hein. Oui, voilà. Même s'il a un côté brut de décoffrage et qui vient pas d'une famille d'académiciens, très clairement, il vient du peuple. C'est un self-made man dans le sens où il a appris en dilettante il s'est cultivé lui-même, il a gravi lui-même les échelons. Oui, c'est autour de ça que ces deux personnages se retrouvent. Et donc il a dit j'ai construit cette maison en pensant à deux vers du poème de Keats. Et en fait, tu te rends compte, si tu t'intéresses au poème de Keats, à quel point tout le film est en fait une exploration de Ode à un rossignol. C'est pas juste cité comme ça et hop, parce qu'en fait, d'ailleurs, la citation, bon, sans plus, quoi. Mais en fait, comme tout le poème est dit sur le passage du temps, sur le fait que tout va disparaître et que la seule chose qui reste, c'est le pouvoir de l'imagination, évidemment, ça te prend aux tripes, hein, parce que... Oui. Avec Keats, c'est des thèmes qui revenaient assez souvent, d'ailleurs. Hein. Je dirais que comme le Keats, c'est quand même un film qui appelle la mélancolie, mais dans le meilleur sens du terme, en fait. Et ça, je l'ai beaucoup apprécié parce que je suis mélancolique de nature, et donc du coup, ça m'a vachement parlé. C'est un film très mélancolique. Moi, j'ai versé des torrents de larmes sur ce film. Je me suis demandé si j'allais en reverser là parce que je l'avais pas vu depuis des années. J'ai pas pleuré au moment où je pensais que j'allais pleurer, mais j'ai quand même pleuré à un moment parce que ça m'a rappelé des trucs, et puis ça me touche encore. Moi, il me touche encore ce film. Voilà, il me touche encore beaucoup. Et puis, tu vois. Toi, ça te fait penser à... Donc, il y a cette citation de Keats qui est dans le texte et qui est complètement revendiquée, mais finalement, c'est une fantaisie romantique. Par certains côtés, c'est presque une façon de revisiter le roman gothique. Et du coup, moi, j'y ai vu aussi un clin d'œil, je peux me tromper, à Northanger Abbey. Justement, ce que consomment les femmes, ce qui excite leur imagination, parfois un peu trop, qu'est-ce qui est bon pour elles de lire, etc. C'est des choses que Jane Austen avait aussi relevées dans Northanger Abbey. Et par bien des aspects, ça m'y a fait penser, en fait, ce film. Ah bah tu peux aussi effectivement penser au Haut de Hurlevent, d'une part parce qu'il y a la question du fantôme qui doit venir ou pas chercher. Alors c'est pas fait de la même manière, mais tu vois le côté gothique romantique, et tu vois le simple fait que le compositeur du film travaille en parallèle sur ce thème-là et revendiqué que pour lui les deux se retrouvaient mêlés, c'est complètement normal que tu aies ce vibe-là, quoi, en fait. C'est-à-dire t'as finalement le lieu principal de l'action, même si on va dans d'autres endroits, c'est en tout cas dans le film, c'est quand même une baraque paumée en plein vent. Alors il y en a une, elle est en bord de mer, le cottage il a perpète les alouettes par rapport au village, et puis les Hauts de Hurlevent, t'es perdu sur une mer c'est la lande, mais tu peux aussi bien être dans la steppe ou sur une île, ou voilà, enfin c'est vraiment t'as un sentiment d'isolement qui est quelque chose. J'ai envie de chanter Laurent Voulzy quand tu dis ça. Et d'isolement. Je l'avais pas du tout, tu vois, ça s'est fait. Ah, c'est t'as une belle île en mer direct.
Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que Madame Muir recherche. Elle veut qu'on lui lâche la grappe, qu'on lui foute la paix. Elle veut être peinarde avec sa fille et sa servante / copine. Elles sont très amies, hein, les deux femmes. Elle veut qu'on lui foute la paix, que personne lui dise ce qu'elle a à faire et que personne vienne la faire chier. Et elle est très contemplative, cette femme. C'est-à-dire qu'elle a du mordant. Et ça, d'après ce que tu disais du personnage de Gene Tierney, de l'interprète, elle a dû insuffler un peu de son tempérament dans le personnage. C'est une femme qui a du mordant, c'est une femme qui se laisse pas faire, mais à côté de ça, c'est une vraie... elle est contemplative. Et finalement, comme le capitaine. C'était contemplatif. Alors, c'est là que deux choses. Si tu pars sur la version romantique, c'est deux âmes sœurs. Si tu pars sur le côté émancipation, et là, il faut partir à fond dans le freudien, qui était quand même la grosse marotte post-guerre de tous les films. Voilà, beaucoup de films américains étaient très influencés par les théories de Freud à ce moment-là. Hitchcock, mais pas que. Mankiewicz, il a sûrement tapé dedans aussi. Et là, tu pourrais partir sur, non pas que le capitaine est son âme sœur, mais c'est son substitut phallique, c'est sa procure, c'est son alias qui lui permet... Enfin, c'est son ombre, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. C'est le côté, le moi, le surmoi, le machin, l'inconscient. Et c'est son inconscient. Oui, parce que justement, à son contact, elle va un petit peu se libérer du carcan, même au niveau de son langage. Blast. Et pas que le langage. Et pas que le langage, les vêtements, l'attitude. C'est-à-dire qu'elle avait déjà, elle, entrepris cette démarche qui était nécessaire pour elle. Et elle est agent, hein, tout le temps dans sa vie. Et en plus, la rencontre avec cet homme qui vivait sans retenue, en fait, hein, qui a suivi les élans de son cœur. C'était un marin, l'horizon était complètement ouvert pour lui. Elle va d'autant plus se foutre des convenances et gagner en assurance, en fait, grâce à lui. Il lui renvoie en fait une version encore plus libérée et des contraintes de la société que ce à quoi elle aspire. Donc c'est en ça aussi qu'il est bénéfique pour elle. Mais j'ai l'impression qu'on surfe avec la partie spoil. Peut-être. Je pense qu'il y a un moment, faut y aller. On vous le recommande chaudement, vous l'aurez compris. C'est vraiment un très beau film. Merci Claire, franchement, de l'avoir choisi. Très belle découverte pour moi. C'est sûr. Un classique. Et puis, ouais. Et puis, tu vois qu'il y a complètement sa place sur la chaîne. Ah, oui. Mais bon, en même temps, s'il t'a plu et que tu le revisites souvent, c'est connaissant tes goûts, tes marottes, etc., c'est pas délirant non plus, hein. Oui, je te dis, ça faisait peut-être... ça doit faire 15, 20, enfin peut-être 20 ans que j'ai pas vu, hein, très honnêtement, hein, mais il m'avait bien... il y a une époque, c'était un de mes films de chevet, ouais, très clairement. Spoil ? Allez, spoil. Ça couche pas. C'est un fantôme, alors tu vois, voilà, c'est vraiment possible. Non, mais ça n'empêche qu'il y a du sexy quand même. Ah oui, mais alors, il aurait pu la toucher, hein, puisqu'à un moment donné, il arrive à pincer la vieille pour la faire dégager plus vite du cottage, et il arrive à bouger des objets pour faire peur aux locataires, donc il peut jouer un peu, il a un côté un peu poltergeist aussi s'il le veut. Oui, c'est vrai. Mais non, il la touche pas et ça couche pas. Oui, parce qu'il n'y a pas eu consentement et c'est un gentleman. Malgré tout ce qu'il disait sur mais moi j'ai toujours satisfait les femmes qui m'ont croisé, machin, genre il avait une poule dans tous les ports ou je sais pas quoi. Ah oui, mais elles étaient consentantes. Elles étaient consentantes, oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce qu'il lui dit à un moment quand elle disait il y a personne qui a dû assister à votre enterrement. Il dit il y en avait 3, ma vieille. Hein, j'étais là, qu'on va bien aimer être Madame Craig. Il y en avait 3. 3 derrière le cercueil à pleurer. Donc ouais, c'est vrai que le personnage du capitaine, il est vachement intéressant parce que il est à la fois un rustre qui essaie de la faire fuir, etc. Et puis tu peux te dire c'est un gros con qui jure, qui voilà. À côté de ça, c'est un esthète et il va y avoir plein de moments dans leur relation où il fait preuve d'une grande élégance morale et intellectuelle. Enfin vraiment, il fait du chemin à partir du moment où il accepte sans crier, enfin sans moufter les sentiments qu'elle lui inspire. C'est fait tout en délicatesse, dans le non-dit, dans la façon dont son attitude vis-à-vis d'elle change, etc. Donc c'est très très curieux en fait, cet homme sensible sous des airs de rustre. Ouais, c'est ce qu'on préfère. Et puis c'est en même temps quelqu'un qui est bizarrement extrêmement égoïste et extrêmement généreux. Je dis pas nécessairement de manière négative parce que les deux personnages sont égoïstes et c'est pas forcément... des fois il faut cultiver une certaine
certaine part d'égoïsme si on veut s'améliorer et si on veut vivre sa vie. Et ils sont pareils là-dessus. Et il est vrai qu'il a vécu sa vie pour lui. Il a fait ce qu'il avait à faire, comme tu l'as dit. Il parle à un moment de sa vieille tante qu'il avait laissée derrière et qui est passé finalement toute sa vie à l'attendre. Bon, en même temps, elle a laissé vivre sa vie et être heureux. Et donc, il a tout fait pour lui-même. Il était pas marié, il avait pas d'enfant. Enfin bon, il a de la famille qu'il connaissait pas parce que du coup, sa maison, elle est revenue à un cousin, un neveu, un machin. Donc voilà, un neveu éloigné. Donc visiblement, ils étaient pas en contact. Ils s'appréciaient pas particulièrement. Et donc voilà. Donc, il a peut-être laissé des femmes pleurer dans les ports, mais t'as pas l'impression qu'il a laissé nécessairement tellement une telle dévotion autour de lui. Parce que d'ailleurs, l'agent immobilier, parce que normalement on pense qu'il s'est suicidé. Oui. Les circonstances de sa mort sont pas très claires et quand elle demande Lucie pourquoi il s'est suicidé, l'agent immobilier répond sûrement pour sauver à quelqu'un le tracas d'avoir à le buter parce qu'il était un connard. Et en fait il a vécu sa vie tout seul, mais parce qu'il avait pas rencontré la bonne personne. Certainement, parce que l'âme sœur, il l'a pas croisée. Ils se sont ratés à 4 ans. Il est mort 4 ans plus tôt. Et elle arrive donc après dans cette ville. Ça aurait pu donner un bon rivaux à amant s'ils s'étaient rencontrés dans le même village, mais ça s'est pas passé comme ça. Puis voilà. Et ça commence comme rivaux à amant finalement, puisque ils se détestent au début. Enfin, ils se détestent. Ils cohabitent dans la plus pure tradition des cohabitations forcées. Vraiment. Ouais, forcées. Qu'on voit dans les dramas chinois. Voilà, exactement. Par exemple, d'ailleurs, ce film pourrait être entièrement remaké en drama. Mais grave. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ce serait tout à fait possible. Je suis même surprise qu'il soit pas allé taper là-dedans. Et donc, il a été égoïste, mais la raison pour laquelle il reste un fantôme, c'est parce qu'il a envie que sa maison devienne un sanctuaire pour un refuge, une maison pour les retraités, pour les marins qui n'ont pas d'argent. Ouais. Et donc, ça devienne une maison de retraite. Pour les vétérans, c'est là aussi que t'as un des clins d'œil à la Navy qui vient quand même de laisser quelques plumes dans la Seconde Guerre mondiale, ouais, bien sûr. Exactement. Et elle, de son côté, elle veut vivre sa vie égoïstement, certains te diraient, mais heureusement qu'elle fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme. Et en même temps, elle va s'occuper de sa fille, sa vie sera consacrée à d'autres personnes aussi. Ça reste une femme, hein, donc il y a quand même forcément une partie de sa vie qu'elle va dévouer à quelqu'un d'autre. Malheureusement, toutes les femmes de l'affaire, parce que la pauvre Martha, qui est un personnage hyper sympathique, ah ouais, elle est chouette. Elle aussi, pour le coup, parle d'une vie, pour en débattre après, mais quoi se résume sa vie à se sacrifier entièrement pour les autres. Tout l'argent qu'elle a économisé, elle le donne à sa famille, et quand elle donne pas son argent à sa famille, elle est prête à le donner à sa maîtresse, et elle passe sa vie à récurer les casseroles, récurer le parquet, mais aussi à être la nounou, parce que même si c'est une femme indépendante, elle se fait quand même beaucoup chouchouter par Martha, et à s'occuper de la fille, et à s'occuper du chien, et à s'occuper après de la petite fille, de l'arrière-petite-fille, du machin, etc. Bon, tu vois que les femmes restent très dévouées aux autres. Oui, avec le sens du sacrifice. Ça va aussi avec le contexte post-guerre de probablement le nombre de femmes qu'ont dû faire les infirmières et. Ah oui, il y a un côté. Et pas que, puisque la Deuxième Guerre mondiale, elles étaient aussi au front. La sidérurgie, dans les usines, dans les chaînes de montage, enfin partout quoi. Mais c'est vrai que toutes ces femmes finalement, elles ont gagné en autonomie, surtout l'héroïne, mais t'as quand même une certaine forme de sacrifice qui leur colle à la peau du fait qu'elles s'occupent de la famille, elles s'occupent de la maison. Alors je pense que c'est vraiment pour ça, enfin non je pense pas, c'est montré dans le film, que le capitaine finit par la tolérer au début, c'est parce qu'elle a vraiment eu un coup de cœur pour la maison, et elle lui dit mais cette maison elle m'appelle, voilà, et donc lui il est interpellé parce que déjà il essaie de lui faire le cours du poltergeist machin, elle est un petit peu impressionnée parce que mais elle lui dit je céderai pas à la scène dans la cuisine quand elle va se faire son lait chaud. Qu'est-ce que j'ai aimé cette scène où elle lui fait comprendre que non mon gars en fait va chier, tu peux utiliser tous tes tours de passe-passe, je reste dans la maison, c'est ma maison. Oui, elle le traite comme un gamin capricieux. Voilà, c'est ça, et donc et il finit par dire je pense que je peux vous tolérer éventuellement. Alors il exige que son portrait soit dans la chambre, parce que du coup elle va dormir dans la chambre du maître, et le premier soir quand elle se dessape, elle met
Elle met une couverture, un plaid, je sais pas quoi, sur le portrait, et il finit par lui dire, alors là c'est vraiment un goujat, ah mais madame, vous êtes bien foutue, vous êtes bien gaulée, vous n'avez absolument pas à rougir de votre anatomie. Bon, en gros, il l'a vu à poil, quoi, pendant qu'elle mettait sa chemise de nuit. Ça servait à rien de couvrir le tableau, quoi, le portrait. Après, de toute façon, il est partout dans la maison, donc, mais je comprends la pudeur de cette femme. Faut pas oublier, au tournant du siècle, le seul qui l'a vu à poil, je pense que c'est son mari, et encore, c'était peut-être pas la fête au lit, parce qu'il... C'est comme elle le dit, c'était un non-événement. Le vrai fantôme de l'histoire, c'est pas le fantôme, c'est le premier mari. Ouais, Edwin. Parce que lui, il est non-existant. Même dans la manière dont il est décrit par, voilà, etc. C'était, bon, je sais pas, ma fille, elle est juste arrivée comme ça. C'était un flanc, son premier mari. D'ailleurs, il capte tout de suite. Elle l'aimait pas, pourquoi vous l'avez épousé? Bah, comme ça. Ok. Bon. Non, bah, comme elle l'a dit comme ça, parce qu'elle avait lu un bouquin où la fille se faisait embrasser dans un verger, et que du coup, elle se mariait après, et elle s'est fait embrasser dans le verger par ce garçon, elle avait 17 ans. Donc du coup, elle s'est mariée parce que elle venait de le lire. Alors si c'est ça dans le bouquin, c'est que ça doit être bien. Et puis en fait, c'était un non-événement. Voilà, c'était presque du Madame Bovary pour le coup. Bon, elle a pas viré comme Madame Bovary Dieu du merci. tout. Oui, loin de là. Voilà, très loin de là. Et comme elle le dit, ce garçon n'avait rien il est complètement flanc parce que c'est pareil, c'était un architecte. Mais comme elle le dit, c'était même pas un bon architecte. Non, il aurait même pas pu concevoir le cottage. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que, tu l'as dit dans la partie non spoil, mais c'est le capitaine qui a fait les dessins du cottage. Donc en fait, il est architecte aussi. Peut-être qu'il a été architecte maritime aussi, qu'il a dessiné des plans de bateaux ou qu'il a travaillé avec des architectes maritimes. Mais c'est lui qui a dessiné donc le cottage, les plans du cottage, et qu'il a fait construire en pensant justement à ce poème de Keats. Donc Ah, mais parce que quand elle tombe amoureuse de la maison, c'est évidemment une façon de nous dire qu'elle est tombée amoureuse de lui, en fait. C'est-à-dire, comme il y aura pas de cul, forcément, il y aura pas de physique, en fait, du coup, ils sont obligés, comme dans un force bond, de communiquer. Voilà, cette dyade dans la force. C'est-à-dire que, obligés de communiquer, du coup, ils se livrent l'un à l'autre, ils se disent tout. Lui, il a probablement jamais raconté tout ça, et il va tellement tout lui livrer qu'en plus, il va lui livrer l'œuvre de sa vie, qui est son autobiographie, Captain X. Voilà. Il y aura du cul dans le roman d'ailleurs, tiens à le dire, ce qui donne des scènes assez marrantes, parce qu'elle est là, je peux pas écrire. Alors nous on sait pas, hein, mais on se doute que c'est ça, parce que c'est fait avec l'humour de l'époque, et c'est bon, je peux pas écrire ce mot, hein, ça va pas être possible. Donc, bon. Mais voilà, il raconte tous les détails, et tu sais que c'est visiblement un truc extrêmement truculent qui c'est vendu d'ailleurs comme ça, le roman, c'était sans aucun tabou, tout sera dit, donc donc une vie de patachon. Mais il s'était jamais confié à une femme en fait comme ça, et il lui raconte tout, et elle lui raconte des choses qu'elle a jamais osé dire. Elle a jamais dit qu'elle aimait pas son mari, si tu veux. Tu le devines assez vite. Elle aurait peut-être pas osé le formuler. Tu le devines assez vite, du fait que à peine l'année de veuvage soit passée que déjà bye bye. Bah, elle a respecté les conventions. Elle a respecté les conventions, pas une minute de plus, tu vois. Et tu dis si elle avait aimé son mari, ce serait pas si simple. Hein. Et puis il lui pose la question directement, et donc voilà, elle lui répond spontanément. Donc ça prouve bien qu'elle valide ce point, à savoir qu'elle n'a pas aimé son mari, elle l'a jamais aimé. Oui, c'est vrai que ça fait trois expériences masculines qu'elle va rencontrer en fait, puisqu'il y a le troisième larron. Bon, il y a deux autres garçons qu'on voit. Il y a l'agent immobilier, mais c'est un non-facteur. À un moment, il essaye de la draguer, il se fait vite rembarrer par le fantôme qui a des moments de jalousie très chouettes. Ah ouais, le fantôme jaloux, ça envoie du bois. Hein. Très vite, je pense qu'il l'aime, mais comme il le dit, il a énormément il a eu le temps de réfléchir sur sa vie, son œuvre, en 4 ans visiblement, et il sait très bien que tout ce qui lui est arrivé, il est mort. Oui. Point. Il peut rien se passer entre eux, rien. Lui, il le sait, si tu veux. Et toute sa difficulté, c'est d'arriver à voir que il y a des sentiments entre eux, mais il veut pas gâcher ses chances de bonheur. En ça, il est extrêmement généreux. Alors, il y a des moments, il a des petits lapsus qui font que... Mais en même temps, je pense que c'est parce qu'il est pas prêt à la laisser partir pour quelqu'un qu'il considère pas comme quelqu'un de bien. Oui, c'est ça. Si c'était quelqu'un de bien en face, il s'effacerait
plus facilement, ce qui n'empêche qu'il l'aime et que c'était probablement la seule femme qui était faite pour lui. Mais il s'efface difficilement qu'en face, tu as quelqu'un qui perçoit tout de suite comme étant un serpent dans l'herbe, quoi. Même, je veux dire, tout le monde, y compris le spectateur, sait bien que le personnage de George Sanders, c'est un dragueur invétéré, que c'est un queutard, et que il a beau lui sortir tous les clichés romantiques, machin, il va finir par la décevoir, en fait, hein, c'est évident. C'est un auteur pas raté, mais il a réussi, pas en écrivant le genre de littérature qu'il aurait aimé écrire. Et elle arrive avec un projet très ambitieux, qui est donc les mémoires du capitaine. Au début, elle se fait prendre de haut chez l'éditeur, etc. Madame, parce qu'elle fait propre sur elle, voilà, tu vois. Elle parle bien, etc. Puis elle commence à lâcher quelques gros mots, parce que en notant, en se faisant dicter ses mémoires par le capitaine, elle a largement eu l'occasion d'enrichir son vocabulaire, ma mère. Et puis finalement, l'éditeur la reçoit, il la prend de haut, comme tous les hommes les hommes de métier auxquels elle a affaire, que ce soit l'agent immobilier, patati patata, le mec au guichet chez l'éditeur ou l'éditeur lui-même. Et puis il commence à lire le bordel, et puis il lui dit « Oh madame, c'est fantastique ce roman », je sais plus s'il lui dit pas « Vous écrivez comme un homme » ou « Ça va faire un carton », etc. Il sait tout de suite que c'est pas elle qui l'a écrit, hein. Il s'en doute, mais... Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, elle a pu dire fuck à la belle famille, je me casse, je vole de mes propres ailes, parce qu'elle avait des actions dans une mine d'or, je sais plus dans quel pays, et la mine s'est tarie. Donc toutes ses sources de revenus ont disparu du jour au lendemain. Il était question qu'elle pouvait plus louer le cottage, en fait. Il fallait qu'elle retourne dans la belle famille, avec les Beach. Alors là, le drame, c'est pas possible. Le capitaine, déjà, il veut que la maison, ce soit elle qui reste parce qu'elle aime la maison, elle aime sincèrement cette maison. Lui, il est tombé amoureux d'elle, il veut pas qu'elle s'en aille. Quand les Beach arrivent pour lui dire, maintenant tu reviens, hein, c'était bien ta petite crise d'indépendance, mais maintenant tu vas revenir dans le giron, etc. Le fantôme, il leur fait un festival pour qu'elle se barre, en sachant qu'elle les avait déjà envoyés chier en disant blast, tu vois, les deux connasses. Et puis il lui dit, attends, j'ai une solution, tu vas pas faire que louer le cottage, tu vas la racheter, tu vas écrire mes mémoires, on va faire un livre et ça va faire un carton. Un livre ? Ouais, un livre. Mes mémoires. Oh, j'arrive même pas à écrire une carte postale. Et voilà, donc ils passent un temps précieux tous les deux qui a dû vachement les rapprocher, où elle joue le rôle de secrétaire, en fait, elle couche sur papier ce qu'il lui dicte. Ça c'est quelque chose que tu perds en français, parce que tu dirais un ghostwriter, quoi, tu vois, limite. Ouais. Hein. Tu pourrais partir là-dessus, elle est le ghostwriter du fantôme, quoi. Du coup, par rapport au personnage de George Sanders, alors la voix de velours, machin, il en joue parce qu'il est dégoulinant, il est sirupeux, c'est insupportable. Martha peut pas le blairer, la gosse peut pas le blairer, le fantôme, bien sûr, ne peut pas le blairer. Toi, la spectatrice, tu vois venir le truc tout de suite, tu dis « Oh, ce mec-là, à mon avis, il est maqué ». T'as 2 ou 3 allusions où ils s'embrassent, etc. Et puis, elle lui dit « Quand on sera mariés », tu vois que le mec, il bug, tu fais « Allez, mon gars, t'es déjà marié, t'as des enfants, t'es vraiment un connard ». Et elle finit par, évidemment, découvrir le poteau rose. Elle se pointe un jour sans prévenir chez lui, dans la grande ville, et elle tombe sur sa femme, qui est pas étonnée du tout, parce qu'elle en a déjà vu défiler, elle sait que son mari est infidèle comme c'est pas permis, et on apprendra plus tard qu'elle a fini par le plaquer, elle a pris ses gamins sous son bras, puis elle s'est barrée, elle l'a planté comme une merde. C'est tout ce qu'il mérite, le mec. Mais... pendant un temps, quand il lui faisait ses déclarations, etc., tu te rends compte que Lucie, elle avait besoin de ça, de cette forme de romance-là. Et que finalement, elle va choisir la vie, quelqu'un de vivant. Peut-être qu'elle s'est menti à elle-même, le film n'est pas complètement clair là-dessus, peut-être qu'elle se doutait finalement que ce mec-là était pas tout à fait... Mais il est vivant, même si c'est le fantôme qu'elle aime vraiment, il se pourra rien se passer avec lui. Donc elle choisit la vie. Et le fantôme ne lui en veut pas. Il lui en veut pas du tout. Malgré ses crises de jalousie, dont la scène du train que je vais te laisser, il lui en veut pas et il finit par s'effacer. C'est-à-dire que ça a beau être un personnage très très égoïste, il va être à un moment donné dans le renoncement et il se sacrifie par amour pour la personne. Ça devient un amour désintéressé. Il est plus dans la saisie. Là où l'autre est dans la saisie, on n'a rien à foutre d'elle. Il voulait juste faire mumuse parce qu'elle lui plaisait, etc. Et puis qu'elle est intelligente. Et puis... Ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elle voulait quelqu'un de vivant parce que c'est la seule chose qui manquait à sa libération ou à son émancipation. C'est la partie sexuelle. Oui. C'est la seule chose qu'elle n'a pas dans l'histoire.
Parce qu'il y a l'émancipation financière, t'as l'émancipation de choisir là où tu veux, parce que ça, encore une fois, ça a l'air de rien. Mais une femme, elle allait pas vivre où elle voulait à une époque, elle avait pas son compte en banque, elle avait pas, voilà. Donc là, elle a son autonomie, elle choisit où elle habite, elle choisit qui elle fréquente, comment elle s'habille, comment elle parle, et donc il manque et comment elle s'habille, c'est un moment important aussi parce qu'il y a tout le moment bain de mer, c'était voilà, époque victorienne, c'était déjà la mode des bains de mer, mais le fait qu'elle change de costume et au fur et à mesure on voit que ses vêtements sont de plus en plus clairs, pour ce que ça veut dire, mais voilà, plus clair, mais aussi plus pratique, un peu plus fonctionnel, on enlève le corset, ça commence à se il y a moins de franc-freluche, il y a moins de voilà, puis le fait que Miles fasse d'elle le portrait d'elle en train de se baigner, bon, ce qui est choquant hein, d'un certain point de vue à cette époque-là, elle embrasse ce côté, bah oui, je suis une femme libre et prête à embrasser le côté sexuel. D'ailleurs, quand il y a ce baiser dans un verger, comme lui dit le fantôme, c'est c'est reparti, hein, on n'a pas retenu cette leçon visiblement, il suffit de t'embrasser dans un verger et hop là, on met le couvert. Je te croyais plus intelligente. Bah voilà, mais en même temps, il a aussi, ayant été un homme d'expérience avec le plaisir féminin probablement et le plaisir masculin, mais plaisir féminin puisqu'il dit que ça en fait partie, il arrivait à largement satisfaire en tout cas, il n'y avait pas de protestation de ce qu'il dit. Aucune de mes ça femmes veut dire, s'est plainte, aucune de mes maîtresses. Aucune, en même temps, elles se plaignent pas toujours, mais je veux dire, bon, tu peux penser que la chair exultait pour lui, si tu veux. Il comprend qu'elle en a besoin. Il comprend qu'elle en a envie, qu'elle en a besoin. Et comme tu l'as dit, tout ça, ça se fait dans le non-dit, hein. C'est pas cru, c'est pas machin, mais et que tu vois pas nécessairement quand t'es jeune. Encore une fois, j'ai vu à plusieurs âges de ma vie, mais ça te frappe, là, quand tu le regardes aux âges où on est, où nous aussi, on a pu exulter à différents moments de notre existence. Et donc, si tu veux, forcément, ça t'amène à être beaucoup plus réceptif à ça et plus compréhensif par rapport à ce genre de choses. Et donc, du coup, bah oui, il comprend qu'elle en a besoin, en fait, que c'est ce qui lui manque et qu'il pourra jamais lui donner cette satisfaction. Ça, il peut pas, c'est le grand drame. Mais tu vois, c'est vrai ce que tu dis sur les différents âges où tu vois une œuvre, parce que j'aurais vu cette œuvre adolescente, j'aurais été très en colère après le personnage féminin, après Lucie Muir, de tomber pour un bel âtre, machin, de pas se lancer à corps perdu dans son amour romantique et impossible pour le fantôme, etc. C'était l'époque où, quand je lisais des romans, fallait absolument que l'héroïne soit vierge, que tu vois, là, donc déjà là j'aurais eu un problème parce qu'elle est veuve, elle a déjà eu un mari qu'elle aimait pas, etc. Elle tombe pour un bel âtre, bon bref. Mais en vieillissant, tu es beaucoup plus indulgente parce que tu comprends qu'il y a des parcours accidentés, parce que le désir féminin, en plus on te place dans un contexte où le désir féminin normalement ne s'exprime pas, ou alors tu es une femme de petite vertu, et on a beau nous montrer une femme qui s'émancipe, etc., elle reste toujours très digne, elle reste toujours très respectable, cette femme. Ah oui, mais là, elle l'exprime dans le verger, c'est justement vachement bien exprimé. Tu dis, oh là là, je ne sais pas ce que je ressens, bon bref, t'as la culotte en folie, quoi, en fait, c'est ça qui se passe. Ça lui est jamais arrivé d'éprouver du désir physique, bah voilà c'est avec ça. son mari, ça devait être allez hop, 2 minutes de missionnaire dans le noir et puis fin de l'histoire, tu vois. Donc forcément, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle est confuse et elle se laisse tromper quelque part par le personnage de George Sanders. Alors, on te montre qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Ils s'embrassent, mais on te fait comprendre qu'ils n'ont pas franchi le pas ultime, puisqu'elle parle de mariage et elle ne se serait pas donnée en dehors du mariage, vraisemblablement. En tout cas, avec la censure de l'époque, voilà, non. C'est comme ça qu'on te le présente. Écrit à un autre moment. Voilà, c'est-à-dire que la censure aussi, le code Hays à l'époque, fait que non, elle n'aurait pas pu. Voilà. C'est une consolation, je dois dire, de dire que bon, elle a pas couché avec. Il l'aura pas baisé jusqu'au bout, la pauvre fille. Cette rencontre avec le personnage de George Sanders fait qu'elle ne refera jamais sa vie. Il l'a soignée pour la life. Ce qui est d'autant plus dommage que le fantôme, dans une scène magnifique, il lui fait une déclaration d'amour. Elle est dans son sommeil. Il lui dit un truc du genre je n'étais qu'un rêve, etc. Tu vas m'oublier. En plus, il dit il fait Men in Black. Ah là là, voilà, il a flashouille. Tu vas m'oublier, etc. Vraiment, il sacrifie ce qu'ils ont connu ensemble pour qu'elle ait une chance de faire sa vie avec un être de chair et de sang et d'être heureuse dans sa vie incarnée,
de chair, hein, littéralement. Et ce sacrifice, c'est très beau. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est l'amour désintéressé. Puis alors là, ils te sortent la musique, le machin, le tout. Hein, la totale. Il est là au-dessus de son visage. C'est beau. Les plans sont très très beaux. Oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais il y a vraiment des plans qui sont magnifiques. Il y a des mouvements de caméra où on joue sur l'architecture de la maison aussi, qui sont très très beaux. Pour créer le fait que ce soit un fantôme, parce que ça aussi, c'est-à-dire comment ils arrivent à créer ça sur des jeux de lumière, des jeux d'ombre et lumière, comment il sort de l'ombre, il rentre de l'ombre, avec un parallèle avec le tableau. En plus, il y a rien dans le tableau. Qui est en clair-obscur, voilà, clair-obscur. Aussi. Et c'est fait de manière hyper minimaliste, tu vois, et c'est pas des tonnerres d'effets spéciaux, hein, encore une fois, il y en a pas. Mais en fait, t'en doutes pas une seconde, quoi. C'est vachement bien fait. Oui, puis quand en plus, ils utilisent un espèce de filtre un peu féerique, un peu floutant, comme ça. Alors elle, du coup, sur la pellicule, ça la rend particulièrement belle. Moi, ça m'a fait penser au choix esthétique fait par Cocteau, la même année, hein, dans La Belle et la Bête. Oui. Autre histoire d'amour fantastique, cette fois-ci made in France. Je pense qu'il y a un point commun. Il devait y avoir une envie de ça au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de féerie, de réenchanter, le monde. De réenchanter le monde, exactement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus personne qui nous réenchante. À part les dramas chinois, pas trop, non. Et Guillermo del Toro, quand il se lâche, non, il n'y a plus grand monde, effectivement. Je pense que les Chinois, ils ont bien besoin de se faire enchanter, c'est pour ça. Mais au moins, ils le font. Nous, on en a besoin aussi. Dieu sait si on en aurait besoin, mais pour un peu que t'aies des... Ouais. Mais heureusement, on peut toujours se tourner vers les vieux pots pour consommer des vieilles soupes. Ça, on ne s'en lasse pas. Dont ce film. Alors du coup, je t'ai coupé sur le fait que t'allais dire probablement que ça va lui coûter cher l'épisode avec Miles, parce que non seulement elle perd mais elle perd le fantôme. Elle perd le fantôme, elle perd le cake, là, l'abruti, dans le sale type de base. Et elle ne refera jamais sa vie. C'est-à-dire que l'autre, il l'a vacciné pour la life. Et c'est là que toute la partie mélancolique se met en place. Donc vraiment dans la dernière partie du film. C'est-à-dire que tu vois le temps passer. Elle vieillit, tu as aussi cette image magnifique où effectivement quand la petite est vraiment gamine, qu'elles sont justement sur la plage, elles prennent leur bain de mer, tu as ce sculpteur là, ce mec du village, ce pêcheur, on sait pas trop, qui lui sculpte une borne en bois / brise-lame qui avec le nom de la petite. Donc Anna Muir, je crois qu'elle s'appelle Anna la petite. Et au fur et à mesure, donc tu vois Lucie qui soit toute seule, soit avec Martha, soit avec sa fille, avec le chien, machin, se promène sur la plage. Et puis le temps passe et l'espèce de borne en bois sculptée du nom de la petite fille s'abîme. Vieillit et à la fin elle est toute décatie et on est effectivement dans les années 40 quand Madame Muir, Lucie est très très âgée, Martha est encore plus âgée mais c'est encore elle qui lui amène son lait chaud le soir et machin etc. Elles ont leurs espèces de petits rituels voilà et finalement c'est presque un couple toutes les deux aussi, en tout cas c'est un duo, c'est le duo qui aura duré le plus longtemps dans l'histoire, c'est Martha et Lucie. Cette amitié féminine avec un brin de hiérarchie mais qui s'efface par moments. Voilà, un peu à la Dolores Claiborne avec sa patronne, quoi, pour ceux qui ont lu le roman de Stephen King. Mais voilà, ça... Et c'est là que toute la nostalgie apparaît parce que t'as tellement de peine pour cette femme. Même si le fantôme s'est effacé, t'aurais aimé qu'un troisième homme vivant apparaisse dans sa vie et qu'elle puisse quand même refaire sa vie. Alors elle a sa fille qui lui présente son fiancé, etc. Mais non, finalement, sans même se souvenir du fantôme, parce qu'elle a perdu le souvenir du fantôme, elle lui reste fidèle. Sans le savoir. Oui, je pense aussi. Du coup, c'est une vraie femme de capitaine, en fait. Parce qu'elle attendra toute sa vie comme ces femmes de marins, qui attendaient que leur mari rentre, assise sur une bite d'amarrage, comme le chanteur en Voilà. Voilà. Parce que voilà, c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est ça. Elle l'attend toute, et tu la vois sur le balcon à attendre. Et elle sait pas ce qu'elle attend en fait. Elle est là. Alors ça, sa fille lui redonne ça. C'est-à-dire qu'au moins la conversation avec la fille lui redonne le fait que, et c'est peut-être pour ça qu'après elle re-attend, ou peut-être qu'elle aurait pu encore refaire sa vie, je sais pas à ce moment-là, mais c'est-à-dire que l'idée que c'était pas un rêve, parce que sa fille lui dit j'étais très amoureuse moi du capitaine Greg. Il venait me voir tous les jours, on avait des grandes conversations, tout ça. Et elle se rend compte que peut-être que c'était pas moi qui l'ai inventé finalement. Peut-être qu'il existait vraiment. C'est si elle y croit pas complètement, parce que comme elle dit, moi jamais rien de bien comme ça, jamais rien de magique n'aurait pu m'arriver à moi. Quelque part, elle est restée, effectivement, elle sera la veuve du capitaine. Alors
C'est intéressant cette histoire d'ailleurs des noms parce que c'est la seule chose qu'elle arrivera jamais à récupérer, c'est son nom. Parce qu'elle restera toujours Madame Muir. Donc le nom du glandu qu'elle avait épousé à 17 ans, là, Edwin, donc qui était le flanc sans intérêt. Elle récupérera jamais son nom à elle. Et la question de comment on l'appelle est intéressante parce qu'à un moment justement, elle souffre du fait on l'appelle plus, personne l'appelle Lucie parce qu'on l'appelle maman, on l'appelle Madame. Quand Martha l'appelle Madame, l'appelle pas par son prénom. Sa fille va forcément l'appeler maman. Les autres l'appellent Madame Muir parce que ce sont pas des proches de la famille, etc. La seule personne qui l'appelle Lucie, ce sera pour ça aussi qu'elle va flasher pour Miles, c'est qu'il l'appelle Lucie. Lucia. Quelque chose de... Lucia, c'est le capitaine. Le capitaine l'appelle Lucia. Oui, c'est le capitaine, mais parce que lui, il a une vision idéalisée d'elle, du coup. Tout leur amour, il est idéalisé, il est idéal, il est spirituel. Par la force des choses, évidemment, puisque lui est désincarné. Ouais, désincarné, et puis de l'ordre de du sublime, et puis de la poésie, puisque c'est sous l'histoire du poème de Keats. D'ailleurs, c'est très amusant parce que face à ça, tu as la réponse de Miles qui est intéressante, c'est-à-dire parce que c'est le contrepoint de toutes les manières possibles à Craig. Et c'est cette phrase que j'adore, donc du coup, une de mes phrases préférées de cinéma de George Sanders, qui dit c'est quand même fascinant comment les plus beaux poèmes sur l'Angleterre au printemps ont été écrits par des poètes qui vivaient en Italie à l'époque, pendant qu'il y a une pluie qui leur tombe dessus. Et donc il est en train de se foutre de la gueule de la poésie, donc de ce que représente le fantôme en face. Ils se font vraiment front en permanence, quoi, si tu veux. Et bizarrement, c'est celui qui est le plus désincarné. Alors c'est pour ça qu'il y a des limites à cette histoire. C'est que celui qui est le plus désincarné qui représente le seul amour véritable qu'elle aura jamais. Bizarrement, c'est lui aussi qui est complètement dans le phallique. Et c'est là que tu pars sur l'analyse plus freudienne, c'est-à-dire que le nombre de points phalliques, et c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est son inconscient, ou son substitut, ou sa procure pour s'émanciper, c'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à t'émanciper. Alors par le langage, donc c'est un langage masculin, avec des jurons, des machins, des parler de cul, voilà, c'est exactement, ce que pouvaient pas faire des femmes à l'époque nécessairement, parce que c'est pas les convenances. Comme on le dit à chaque fois, une femme aussi distinguée que vous ne peut pas parler comme ça. Ok. Il y a le fait qu'elle utilise le stylo, objet phallique alors après elle tape à la machine, ce que j'ai trouvé bien parce que ça enlève toujours du phallique quand tu tapes à la machine, mais néanmoins ça commence avec la question d'écrire. Elle est prête-plume, du coup on dirait, plutôt que l'ancien terme, du coup elle serait elle va écrire pour lui, mais néanmoins surtout il y a cet objet dont on n'a pas encore parlé, qui est essentiel dans tous les plans quasiment, qui est le télescope, la longue vue, qui est dans la chambre à coucher. Et la plupart de leur conversation se fait autour de cette longue vue et de ce télescope. Et il y a la longue vue qui est là toujours en permanence. Il est à côté, ou il apparaît à côté et ensuite il se déplace dans la chambre, ou elle, c'est elle qui est à côté. Il a pas de pipe, mais il aurait pu avoir une pipe, après tout, un capitaine marin, machin. Oui, mais le télescope, ceci n'est pas une pipe. Voilà, exactement. Mais il est quand même son pénis symbolique pendant tout le truc, le capitaine. C'est-à-dire qu'elle a pris le truc le plus masculin possible. D'ailleurs, c'est ce que dit l'éditeur qui est un gratte-papier. La raison pour laquelle elle va chercher cet éditeur-là, c'est le capitaine lui recommande en lui disant ouais, il a un petit canot qui sort le dimanche, il se prend pour un lunaire, tu vois, donc ça va passer justement pour des questions de guerre de quéquette, tu vois. Et du coup, effectivement, il va adorer ça, et comme il dit, mais quelle vie d'homme, ça c'est un vrai homme, madame, vous vous rendez compte de la chance que vous avez de connaître cet homme comme ça, d'avoir un homme comme on n'en fait plus et tout. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est une masculinité un peu fantasmée, mais sans être toxique en fait. Mais fantasmé, mais c'est le cœur du truc, parce que fantasme, c'est fantôme. Je dis le fantôme et Madame Muir, tu pourrais dire le fantasme et Madame Muir, la question du fantasme finalement. Et c'est même marrant qu'ils aient traduit, parce que t'as la traduction française, normalement le titre français c'était l'aventure de Madame Muir. Ce qui appauvrit vachement le propos, je trouve. Alors oui et non, parce que si tu considères qu'il n'existe pas, ce qui est quand même un loup qui est soulevé, un loup de mer, qui est soulevé dans l'histoire. Ouais. Existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Est-il une projection
intérieure de sa part, parce que finalement, bon, je sais bien que sa fille finit par dire que, et t'as l'impression que la servante, elle est quand même contaminée aussi, hein, donc je pense que, bon, voilà, probablement, il y a quand même un truc. Mais à un moment, elle le dit d'ailleurs elle-même, elle dit, je ne sais pas ce qui m'a possédée quand j'ai écrit ce roman. Effectivement, tu peux penser que c'est de l'ordre de, est-ce que c'est de la possession, est-ce qu'il y avait vraiment un fantôme, ou est-ce qu'elle l'a fantasmé, est-ce que c'est juste une femme qui a enfin vécu tous ces fantasmes, et donc c'est un fantôme. Si c'est l'aventure de Madame Muir, tu fais exception, tu dis qu'il n'existe pas, et que c'est vraiment l'aventure d'une femme, et c'est le versant de l'émancipation féminine et tout ce qu'on voit sur les différentes choses qui lui arrivent et les décisions qu'elle prend, et revendiquer d'être agent, de dire je, de moi, machin, et c'est souvent martelé, le moi, mon, ma, enfin, l'utilisation du possessif et du je est extrêmement marquée dans le texte. Et si tu dis Le fantôme et Madame Muir, ce qui est le titre anglais, c'est plus la même histoire, parce que là, c'est une histoire d'amour. Et c'est d'ailleurs ce qui était voulu par l'autrice du roman, puisque donner carrément les noms, c'est un titre un peu plus long, mais c'est dommage, je trouve, dans la version française, d'évacuer le fantôme. Parce qu'en plus, c'est même pas Madame Muir et le fantôme, c'est le fantôme et Madame Muir. Donc, c'est hyper important. Parce que, tu l'as dit, ce sont deux âmes sœurs. Il sert un peu de catalyseur à sa transformation à elle, mais par son contact, il se transforme aussi, il devient un homme beaucoup moins égoïste, il accepte, par amour pour elle, de la quitter, de partir au paradis, en fait, hein, de ne plus hanter les lieux. Et il le fait sans tapage. Il le fait sur la pointe des pieds avec énormément d'élégance et d'abnégation. Enfin, vraiment, il se sacrifie, quoi. C'est dommage, parce que l'intérêt, c'est justement elle serait pas devenue cette femme-là s'il avait pas été là. Je veux dire, il l'a complètement accompagnée dans sa démarche, de façon complètement inattendue pour elle, etc., évidemment, mais il l'a fait. Ah oui, lui dire qu'il l'a... De plein de façons, elle l'a encouragée à dire fuck... elle l'avait déjà fait, hein, toute seule, hein, mais néanmoins, donc c'est pas du mansplaining ou machin, mais à la ressoutenir quand elle commence à vaciller, quand il y a la belle-sœur et la belle-mère qui viennent, à l'encourager à affronter quand elle est pas complètement à l'aise quand elle va à Londres pour vendre le manuscrit, et il la soutient quand même derrière, t'entends sa voix qui est là, qui est présente, c'est un peu son ange gardien, hein, il lui dit qu'elle est belle, il y a une scène où il la regarde quand même up and down, tu vois, de haut en bas, quand il est face à elle, quand il lui dit oh là là, vous avez des très jolies taches de rousseur, toi, ça me fait penser à je vote pour un remake avec Adam Driver et Daisy Ridley. Je vote. Comment que je verrais bien Adam Driver en mère, tu serais pas magnifique, comme ça. Ah oui. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand un film, maintenant, ça va devenir ça va être le tampon à Relo, c'est-à-dire si tu peux remplacer dans ton film, dans ta série, avec Kylo et Rey, tu passes la barre de Relo. Ce film ou cette série est bon ou bonne, voilà, ça passe. Est-ce que tu peux substituer? C'est bon, on valide. On valide complètement. Ce qui est joli aussi, c'est dans la construction, c'est tous les serre-livres qui sont bien faits. Il rentre, t'as les entrées et les sorties. Il arrive avec une porte la porte-fenêtre qui s'ouvre. Il repart avec la porte-fenêtre qui s'ouvre. Quand il lui dit adieu, quand il se sacrifie, les scènes de répétition, donc la scène du verger qui est répétée, etc. Les bruits de l'horloge qui accompagnent, donc le temps qui passe, c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Donc les bruits de l'horloge, on l'a dit, c'est sur 1 an, mais sur cette année, finalement la présence du fantôme, elle va avec tout ce qui est météo, c'est-à-dire le brouillard, la tempête, l'orage. Il arrive par une nuit d'orage, comme c'est cliché. Il y a le brouillard quand ils sont pas trop sûrs, mais c'est cliché dans le bon sens du terme. Bien sûr. Voilà. Et le moment finalement de la liaison possible avec Miles, c'est entre le printemps et l'été. La liaison se fait pendant l'été. Genre, en été, on fait les foins. Hein. Et puis arrive l'automne, l'hiver. Finalement, l'automne, l'hiver, ça va être après. Le reste de sa vie. Sa vieillesse. Ouais. Exactement, avec le passage du temps. D'ailleurs, le passage de l'automne où elle aurait pu encore justement refaire sa vie, c'est des vagues. On voit des énormes. À ce moment-là, pour matérialiser le passage du temps, il y a des gros plans sur des vagues, des tempêtes, des choses extrêmement vivantes, énergiques. Et puis après, quand on te réannonce un nouveau passage du temps, où là, elle est dans sa vieillesse, dans sa dernière phase de vie, le temps se ralentit. Les vagues sont plus des vagues, c'est des vaguelettes, c'est le bord de mer. Enfin, donc c'est vraiment intéressant ce qui est fait là, en plus de la musique qui accompagne très très bien. Parce qu'elle est belle cette musique. C'est très joliment fait.
Après, on dit que c'est cliché, ça l'était sans doute pas autant à l'époque, même si le cinéma avait déjà plusieurs décennies derrière lui. Et puis, ça fonctionne toujours autant pour transmettre les émotions, accompagner le propos. Ça passe très très bien. Et alors, je dirais que c'est vraiment chouette qu'il l'ait fait en noir et blanc et pas en couleur. Même si les affiches sont flashy, j'ai l'impression qu'ils avaient tendance à vouloir compenser au niveau des affiches, etc., comme vous pouvez le voir sur la vignette. C'est-à-dire que ça le rend intemporel et ça accentue la mélancolie que tu ressens en regardant ce film, parce que tu as un sentiment de gâchis, effectivement, ils se sont ratés à peu de choses près, d'amour impossible, etc., mais tu sens venir la chute, la fin, vraiment la dernière scène, et pour autant, quand elle se produit comme tu l'avais prédit, t'es absolument pas déçu. C'est très beau, c'est très poétique, etc. Donc vous vous doutez bien, évidemment, il vient la chercher quand elle meurt. Elle est là et dit « Oh, je suis si fatiguée ». T'as Martha qui lui prépare son lait chaud à la cuisine. Elle va être contente quand elle va remonter. Martha, elle va trouver le cadavre, tu vois. Et le verre par terre. Ah oui, non, elle va bien donner son lait Puis elle est toute seule en plus. Elle est toute seule au moment où elle meurt, etc. Sur le fauteuil où il l'a vue la première fois, le fauteuil où elle a fait sa sieste devant sa cheminée, etc. Et au moment où elle lui tend les mains, elle a à nouveau l'âge qu'elle avait quand ils se sont rencontrés. Donc au début du film. Et il lui dit my dear. Il lui parle jamais d'amour, il lui dit jamais my love, etc. Il dit ma chère. Et ils s'en vont. Bah, il l'appelle my darling quand elle est en train de dormir, quand il lui dit adieu. Et c'est vrai que t'as ce premier moment où tu te fais avoir. Bon, alors l'adieu, c'est dur déjà. Puis alors, juste après, elle apprend effectivement qu'il est marié, Miles, et que ça se fera jamais cette histoire. Et là, on arrive à 1 an après le moment où elle est rentrée dans la maison. Et tu espères. Ils te font ce coup la pute, qu'ils remettent toutes les circonstances exactement comme quand il est arrivé la première fois, avec les mêmes points de vue, angle caméra, etc. Et bon, même si elle est censée l'avoir oublié, tu sens qu'elle l'attend. Elle attend quelque chose. Quelque chose devrait arriver. Et toi, t'es là, tu te dis, bah oui, forcément, il va pas la laisser comme ça dans la balade. Non, bah, il viendra pas. T'es là, oh mon Dieu! Parce qu'elle dit, elle martèle le truc, dit, ah, ça fait 1 an qu'on est installé dans la maison, etc., machin. Et toi, tu l'as, il va revenir. Eh ben non, Tintin. Oui, parce que tout se passe pareil avec l'horloge, le machin. T'as vraiment la même scène. Hein. Et c'est vrai que dans la scène d'adieu, c'était terrible parce que c'est vraiment... ils se sont manqués, ces 2 bateaux qui se sont manqués dans le port, parce que c'est ce qu'il lui dit. D'ailleurs, il dit, oh là là, comment t'aurais aimé venir avec moi, faire ci, faire ça, etc. Et on a raté tout ça. On l'aura jamais, quoi. Ça n'arrivera jamais. La seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est se retrouver dans la mort. Et donc c'est pour ça qu'il vient la chercher le jour où elle est morte, parce que lui il est mort, rien ne va lui arriver, donc du coup mais il faut dire qu'elle a quand même, tu disais qu'elle est c'est là que je vais nuancer son personnage féminin, mais en même temps je suis pas complètement pour des personnages hyper badass, autonomes, machin. Enfin bon, on est tous avec des attachements, hein. C'est bien ça que j'aime pas chez les Jedi, c'est le côté non attachement. Et le fait est qu'elle a tendance quand même, je le note, à se laisser quand même influencer par les hommes qui croisent sa vie, et tu le vois très bien entre la relation avec le fantôme et la relation avec Miles. Parce que quand elle est avec le fantôme, elle finit par se faire contaminer par sa manière de parler, par ses habitudes, par ses machins, et elle se fond dans le moule un peu de la maison et de l'ambiance et de tout ça. Et puis quand elle rencontre Miles, elle commence, tu vois, à évoluer vers... ses vêtements changent, elle met des trucs beaucoup plus flashy, plus décolletés, plus machin, donc elle se conforme un peu plus à ce que ce serait de vivre avec Miles. Elle commence à parler plutôt comme lui et à s'intéresser à des choses comme lui, et du coup à s'éloigner un peu de ce qui était sa marotte d'avant. D'ailleurs c'est ce que lui dira après à un moment Martin, en disant bah bon, ça t'aimes plus ce tableau, t'aimes plus ce machin, t'aimes plus ce bidule, parce que elle fait un peu probablement quand elle était mariée avec Edwin, comme on la voit au début, elle était la jeune femme conventionnelle, pas forcément à piper mot, parce qu'elle vivait comme ça, quoi. C'est vrai qu'elle se laisse, elle s'adapte. Et puis après, on est tous des éponges, hein. On va reprendre des expressions, etc. Sous l'influence de quelqu'un qui compte pour nous, en fait. On change pas fondamentalement, mais on a envie de parler le même langage que la personne qu'on aime ou qu'on croit aimer. Et donc du coup, on a envie de créer un fond commun, de cimenter ce qui nous
rassemble. Donc forcément, on va aller vers l'autre et prendre ses éléments de langage, s'intéresser à ce qui lui plaît, s'habiller comme lui, machin, etc. Ou elle, enfin voilà quoi. Donc je trouve pas ça déconnant. Je pense que ça n'enlève rien à son côté femme déterminée, moderne, etc. Ça reflète plus, je pense, la femme amoureuse ou qui se croit amoureuse. Et qui rentre là-dedans, en fait. C'est là que tu te rends compte à quel point la barre est basse, hein, quand même, hein, pour plaire à cette jeune femme. C'est-à-dire que, justement, quand tout le monde comprend pas ce qu'elle fout avec lui, sa servante peut pas le saquer parce qu'elle a bien senti que, même la petite fille, on apprend plus tard, elle était là, moi je priais tous les soirs pour que tu l'épouses pas parce que c'est un connard. et donc, quand on dit, mais alors qu'est-ce que tu lui trouves? Bah, il est réel! Ah bah alors, tu sais, il y en a du mec réel dehors, il y en a plein, quoi. C'est pas parce qu'en fait, elle est naïve. C'est le premier qui lui a fait la scène du 12, tu vois, le grand numéro de charme, de sa voix de velours, qui l'a flatté, qui l'a machin, là. Et puis, comme elle est immature en termes de sentiments, finalement, puisqu'elle s'est mariée très jeune, un homme qu'elle aimait pas, et qu'est-ce qu'elle a expérimenté de la life, Oui, et puis elle est vierge d'une certaine manière. Hein. À ce niveau-là, donc du coup, c'est une proie facile pour quelqu'un comme Miles. Bien qu'elle soit intelligente, etc. Mais en même temps, tu peux être la femme la plus intelligente du monde et te faire arnaquer. Et c'est bien aussi de le montrer. Ça veut toujours faire croire que, mais en fait, c'est pas que des cruchonnes qui font des bêtises dans leur vie, en fait. On peut toutes se faire enjôler et puis... Entuber, oui. Oui, aussi, et puis... Et j'ai trouvé très bien la scène avec l'épouse. Je tiens à le très dire. digne. L'épouse très digne. Voilà, l'épouse formidable, parce que, effectivement, quand elle lui débarque dans les pattes, elle lui dit je suis désolée de ce qui vous arrive, c'est pas la première fois que ça arrive, il est comme ça, et elle est navrée, quoi, elle est vraiment navrée. Elle est d'autant plus navrée que elle se rend compte que la femme qu'elle a face à elle est quelqu'un de bien, qui a rien vu venir, et Jean Tierney, c'est là qu'elle montre aussi tout son talent, c'est qu'elle est vraiment en état de choc, Madame Muir. À ce moment-là. Elle est vraiment en état de choc quand elle réalise ce qui s'est passé. C'est tout juste si elle tient debout quand elle prend congé de l'épouse. Tu la vois dans la rue où tu te demandes comment elle va avancer un pas devant l'autre, quoi. Et l'épouse, elle est navrée pour elle. Elle est blasée par rapport à son mari. Elle lui dit oui, il y en a eu tellement d'autres, hein, machin, etc. T'es navrée pour l'épouse aussi parce que tu te dis t'es vraiment mariée à un queutard, ma pauvre fille. T'as pas l'air de mériter ça. T'as l'air d'une femme très très digne et voilà. Et puis d'ailleurs, comme tu l'as dit, elle fait la bonne chose aussi, l'épouse. On la voit très peu. Mais voilà, elle se barre. Elle aussi, elle a fait son émancipation, elle a repris son indépendance. Elle l'a laissé dans sa merde. Elle a largué le connard. Elle a largué, puis comme on le sait après, parce qu'elle l'a revu des années plus tard, elle le raconte à sa fille et elle dit j'ai revu, sa femme l'avait quitté, il avait pris du bide, il était devenu chauve et il était alcoolique. Il ressemblait plus à rien, quoi. Il a été rattrapé physiquement par ses péchés, en fait, quelque part. Donc et c'est bien qu'elle l'ait revu. Parce que du coup, t'es sûre qu'elle avait fait son deuil de cette histoire. Elle l'a revu quand il était plus du tout le charmeur machin. Donc c'est bien qu'elle l'ait revu. Encore une fois, le seul truc est dommage. Pourtant, c'est génial de savoir qu'elle aime, sa relation avec le fantôme. C'est qu'elle ait jamais refait sa vie. Donc quelque part, il a gagné quand même le connard. Elle a jamais refait sa vie. Il a gagné. Moi, je dirais que c'est pour préserver le romantisme, le fil le romantisme. C'est-à-dire que c'était des âmes sœurs. Pourquoi tu voudrais qu'elle rencontre quelqu'un d'autre? Elle trouvera c'est assez affreux, c'est-à-dire qu'elle trouvera jamais personne à sa hauteur, en fait. Cette femme autonome, et c'est là peut-être les limites de la femme indépendante telle qu'elle était représentée dans cette histoire, c'était que, en fait, le seul homme qui était à sa hauteur, il est plus là, ou il est pas là, ou il est encore à créer, et il est de l'ordre du fantasme. Et elle se souvient même pas de lui. C'est terrible, c'est-à-dire que inconsciemment elle doit se souvenir de lui, mais finalement elle va passer le reste de sa vie à attendre le moment où elle va le rejoindre, le moment de sa mort. Et ça c'est super triste quelque part. Peut-être que si elle s'était souvenue de lui, tu vois, elle aurait fait pour le coup, elle se serait suicidée au gaz comme on soupçonne qu'il s'est suicidé, mais c'est pas le cas puisque comme il a dit c'était un accident en fait, sa mort. Voilà, est-ce qu'elle se serait suicidée? Alors ce qui est marrant c'est de voir que, et ça c'est peut-être un regret que j'ai, donc sa fille
fille épouse également alors un lieutenant, mais il va finir probablement par être capitaine, donc voilà, parce qu'elle a été contaminée par le truc un peu la même chose. Et la petite fille également finit avec un capitaine. Alors, t'as l'évolution du temps, donc le capitaine, lui, il est dans la Royal Air Force. Donc on est passé sur les avions, on a quitté les bateaux. Donc t'as l'évolution. C'était un clin d'œil à la RAF aussi, post-guerre. Oui, mais c'est dommage de pas avoir saisi l'occasion pour que, alors peut-être elle aurait peut-être pas été pilote, machin, mais que elle ait pas été capitaine, la troisième. Elle aurait pu être capitaine en titre. Je sais pas s'il y avait des femmes qui étaient capitaines, peut-être, je sais pas, mais est-ce qu'il y aurait pas eu moyen que, tiens, ma fille, elle est dans l'armée avec le machin, est-ce que ça aurait pas été plus sympa par rapport à l'évolution? C'est presque plus un regret. Je me dis que s'ils faisaient un remake aujourd'hui, limite c'est ça qu'ils auraient fait au niveau du générationnel. Mais je pense qu'en 47 ils étaient pas prêts. C'était déjà c'était déjà très très féministe et engagé, donc je pense qu'ils étaient pas prêts. C'est fait de telle manière, comme tu l'as dit, où tu peux passer complètement à côté, parce que, enfin à côté, en fait tu l'absorbes, parce que je pense que, et je suis contente de voir que finalement mes choix allaient dans ce sens-là quand j'étais jeune, même si moi j'étais juste à c'est trop beau, cette histoire d'amour elle est impossible, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. N'empêche que dans le même temps, t'avais quand même un personnage féminin intéressant avec une vraie histoire et une réflexion sur l'émancipation féminine. Oui, mais elle est pas dans ta gueule. Elle l'était peut-être en 47, mais encore je suis même pas sûre. C'est pas dans ta gueule, c'est juste, c'est un fait, on te pose le personnage comme ça, et tu vas suivre son évolution, et c'est plus une jeune dinde écervelée, etc. Même si, à un moment donné, on peut se poser la question, on se dit, il y a quand même une forme de naïveté chez elle, comme on l'a dit, mais c'est une femme qui est déjà à un âge respectable. Elle doit avoir fin de la vingtaine, petite trentaine, je dirais, dans ces eaux-là. Je crois que... Quand elle le rencontre, elle a une vingtaine d'années. Je pense qu'elle l'a rencontrée à 17 ans, la gamine, comme tu l'as dit, elle a peut-être 8 ans. Elle doit avoir 27, 28 ans. Ouais, 27 ans. Ouais, c'est ça, 27, 28 ans. Donc, au tournant du siècle, c'est vieux. Pas vieux, mais en tout cas, bon, t'es plus au bal des débutantes, quoi. On t'invitera plus. Non, elle va pas et se c'est sortir sa intéressant robe blanche. de nous montrer ce personnage, en fait, qui fait ses choix. Et puis, encore une fois, la façon dont les hommes interagissent avec elle au début du film, tu te dis, mais ta gueule, en fait. Ta gueule. Alors, aujourd'hui, on emploie des mots comme mansplaining, etc. Voilà. Quand il lui dit, mais vous allez pas perdre votre temps avec ça, il dit, mais c'est mon temps. En même temps, je fais ce que je veux, t'emmerde, en fait. C'est mon temps, ce sera mes thunes, donc tu vas faire ce que je te dis, en fait. Pas besoin de me prendre par la main. Et puis, à la maison d'édition aussi, parce que c'est vrai que la représentation de ce qu'écrivent les femmes ou des trucs pour les femmes, c'est-à-dire que ce soit Miles d'ailleurs qui commence à dire bon alors c'est un livre de cuisine, c'est le nouveau livre de Nadine de Rothschild, c'est voilà ce genre de choses. C'est un truc sur des fleurs ou des machins. Enfin tu vois il cherche lui il écrit des bouquins pour enfants, genre il écrit Winnie l'ourson, des trucs du genre. Tu vois, c'est pas Oscar Wilde qu'elle a en face d'elle. À son grand regret aussi, parce qu'il prend des pauses de grand écrivain. Effectivement, c'est un best-seller, mais tu sens bien qu'il aurait voulu avoir une reconnaissance autre. Il écrit sous un nom de plume, d'ailleurs, pas sous son nom normal. Uncle Neddy. Pas sous son vrai nom. Ça sent le... Même le nom, il fait la plus l'embrouille, tu vois, ça a un côté un peu... Et dès le début, ce mec-là, en tout cas, une femme moderne, il hérisse le poil. C'est pour Harlequin, c'est un aventure et passion, c'est la collection Azur, c'est quoi? Ah, mais écoute, et du coup, en face, quand elle arrive à rentrer dans le bureau, où il la laisse d'ailleurs rentrer, Miles, d'ailleurs, il la pousse dedans pour qu'elle puisse rencontrer l'éditeur. Le premier truc qu'il dit, c'est « Ah non, 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 non ah non, mais tu dégages, parce que moi, les nanas qui écrivent, j'en ai jusque-là. 20 millions de femmes mécontentes en Angleterre, je vais dire ça, un truc comme ça, il y a 20 millions de femmes qui sont malheureuses ici, elles ont tout un bouquin à écrire, ça m'intéresse pas. » Il dit c'est déjà bien que je les publie, mais en plus il faut que je les lise, alors non merci quoi. Tu dis bon ça n'a pas tellement évolué, mais au moins ils ont noté le fait qu'effectivement la femme était mécontente. Et en même temps c'est peut-être un clin d'œil aussi au fait que c'est une femme qui a écrit le livre sous un pseudonyme masculin. Qui veut dire Dick, je pense que ça voulait dire bite à la base déjà à l'époque. Toujours est-il que si c'est dans le roman d'origine, elle met un petit scud quand même au monde de l'édition, c'est sa petite vengeance à elle, à cette femme autrice Joséphine, je sais pas quoi, Leslie ou je sais pas quoi. Ou alors ça a été, si c'est pas elle qui l'a mis dedans, ça a été mis par le scénariste qui avait au moins le sens de l'humour. Mais vu toutes les phrases drôles et les moments drôles, parce que on rit aussi pas mal, tu parlais de la scène du train là justement où effectivement... Petit pic-sac.
Ouais, voilà, exactement, parce qu'il a une grosse scène de jalousie et il est très grognon parce qu'elle vient de rencontrer l'autre relou, puis elle le trouve charmant, il vient de lui piquer, il vient de lui prendre son mouchoir dans un grand moment pareil de cliché absolu, et bon, elle est un petit peu émoustillée, et lui, il fait la tronche, et ils se disputent, et à ce moment-là, t'as un monsieur qui veut rentrer dans leur compartiment, et lui... gueule, mais bon, évidemment c'est un fantôme, l'autre le voit pas, donc par contre tout ce qu'il pense c'est que elle vient de l'insulter et d'utiliser des termes fleuris et choisis, et là je vous demande pardon madame. Ça a l'air de rien, mais ça aussi tu vois, près de plume mais près de voix aussi, plus d'une fois elle l'est, parce que les gens pensent que c'est elle qui parle, mais c'est lui qui parle par elle quand aussi. Il y a les deux bitches qui viennent et qui commencent à se rebeller, et puis elle dit des gros mots, mais c'est lui qui lui souffle presque comme au théâtre, tu sais, blast, et puis il lui dit dites-leur d'aller se faire foutre, d'aller au diable. En quelques mois, punaise, l'air marin ça lui réussit pas. Ça fouette l'air marin. Ah, la veuve joyeuse là, ça lui réussit pas du tout. Bah veuve joyeuse non en fait, du coup c'est non, bien mais ça, c'est ce qu'elle pense, mais nous on sait bien que la pauvre oui, mais nous on sait bien que ce sera jamais une veuve joyeuse, et finalement ce qui est le plus comme tu l'as dit, mélancolique, voilà, c'est ça, c'est vraiment c'est élégiaque, voilà, c'est exactement comme Keats, tout est élégiaque là-dedans. Le temps qui passe et toute la mélancolie, c'est avec le temps tout s'en va. Ok, où est le gaz? C'est pas possible. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il l'avait cherché, tu vois, le fantôme, mais effectivement finalement elle a eu elle aurait pu avoir un moment de bonheur, une aventure extraordinaire, un truc incroyable qui lui est arrivé, si tu veux. Et ça, c'est 1 an de sa vie. Tout le reste, parce que comme on l'a dit, elle a vécu finalement des décennies après, longtemps. Bien sûr. L'essentiel de la vie de cette femme se résume à une dont amie. Elle ne se souvient pas. Dont elle ne se souvient pas, presque en amnésie drama chinois. Non mais parce que le fait c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant n'a aucun intérêt à part sa fille, son enfance, son il y a que machin, sa fille. Mais même parce que mais comme elle le dit, tu la vois pas tellement en interaction avec sa fille d'une part. Il y a la nounou qui fait tampon comme chez les riches, tu sais. Oui, pratiquement, c'est l'impression que la fille elle s'élève presque toute seule, tu vois, elle est là en train de courir dans les champs, machin, mais bon, elle a une vie joyeuse, et puis elle a surtout que sa mère lui a donné l'image d'une femme émancipée et qui pouvait faire ses choix, et ça c'est assez sans prix, si tu veux, finalement, pour cette petite fille. Elle a vu que c'est quelque chose d'assez important. Le capitaine qui lui lisait des histoires le soir, alors que moi j'y ai pas cru une seconde, tu sais, au début quand ils se mettent d'accord dans la cuisine là, et il lui dit bon ok, vous êtes tolérable, je vous laisserai vivre ici. Donc il pose ses conditions, elle pose les siennes, et elle lui dit vous vous approchez pas de ma fille, elle est beaucoup trop jeune pour voir un fantôme. Manifestement, comme on l'apprend à la fin du film, il n'en a rien fait. Il est allé voir la petite, qui en pouvait plus d'avoir son capitaine Haddock tous les soirs, qui a eu son gros crush sur le fantôme, etc. Mais qui peut la blâmer? Au moins, elle a fait sa vie, elle, derrière. Ça l'a corrompue d'une certaine manière, mais au moins, ça l'a pas empêché de faire sa vie, d'avoir une vie de femme et d'avoir une vie heureuse. Et c'est parce qu'elle a eu la chance de vivre ça quand t'es enfant, et que le voile entre le rêve et la réalité est tellement fin que parler avec un fantôme, ça reste du domaine du possible, et tu vas t'en souvenir parce qu'il a pas effacé la mémoire de la petite, et parce que justement c'est une enfant. Donc là où Mrs. Muir est déjà une adulte, etc. Donc forcément ça peut pas du tout avoir le même impact sur sa vie, et il fallait qu'il lui efface la mémoire pour qu'elle continue à vivre sa vie, quoi. Oui, mais en fait ça a servi à rien, quoi, quasiment. C'est ça qui est peut-être le plus triste, c'est-à-dire que le sacrifice qu'il a fait ne lui a même pas permis d'avoir la vie qu'il lui souhaitait, en lui disant parce que c'est lui au début qui l'encourage à dire il faut que tu rencontres des hommes, il faut que tu es vivante. À un moment elle pose la question, elle dit est-ce que c'est un crime d'être en vie? Et il dit non, c'est pas un crime, mais ça a quand même des inconvénients. Déjà, nous deux, c'est pas possible. Mais en plus, comme il dit, tu vas forcément prendre cher, quoi. Mais ça fait partie de la vie aussi. Mais il s'est sacrifié pour rien, virtuellement. Après, presque, je te dis, c'est Ben Solo. Il est parti, et puis pour faire quoi? Elle va avoir quoi? Une vie de raie, de merde. Voilà, après, je pense pas qu'elle ait eu une vie de merde, Mrs. Muir, mais elle a eu une vie amputée quelque part. Il manque quelque chose. Quand sa fille vient la voir, elle lui dit faudrait vendre le cottage, il faudrait partir. Mais je suis bien, moi, ici avec Martha au bord de mer, dans cette maison que j'adore. Je pense pas qu'elle ait été malheureuse, mais elle était incomplète. Non, elle est pas malheureuse, mais
Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose parce que tu la sens aux aguets. En tout cas, dans la manière dont c'est filmé, enfin, elle le dit, elle dit non, j'ai jamais été. Oui, elle dit j'ai été seule, mais elle dit pas qu'elle a été malheureuse. Tu as raison. Mais le fait est que tu l'as, voilà, incomplète et amputée, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu la sens dans l'attente d'un truc qui n'arrivera jamais. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on sait ce qu'elle attend et elle ne le sait plus. Donc, c'est... Et puis on sait surtout que la recette, c'est forcément, faut qu'elle meure, quoi. Donc du coup, cette vie qu'elle aurait pu passer à produire des choses, ou à être productive, ou à je ne sais quoi, à se développer, à s'améliorer. Et finalement, on te la montre pas impliquée dans des projets de village, impliquée dans la vie de sa famille. Non, tu dis qu'elle est restée méditative, statique. Dans toute la partie. C'est comme si sa vie, son évolution était terminée, entre guillemets. Elle a eu des joies, des peines, etc. Mais il y a plus de projet, il y a plus de... Elle est restée comme la maison, dans son jus, comme ça, statique, à attendre. Voilà, comme la maison attendait. Mais par contre, ce qui est très beau, c'est que la dernière chose qu'elle dit avant de lâcher son verre de lait et de rendre son dernier soupir, c'est « Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée ». Et effectivement, elle est très âgée à ce moment-là. Et il lui dit « Tu ne seras plus jamais fatiguée ». C'est le premier truc qu'il lui dit quand elle se désincarne, en fait, et qu'elle devient elle-même un fantôme. Il dit « Tu ne seras plus jamais fatiguée ». Et effectivement, elle a retrouvé sa jeunesse. Et lui n'a pas vieilli. Enfin, tous les deux, c'est-à-dire que lui, il a l'âge. Enfin, il t'est présenté tel qu'il était quand il est mort. Elle t'est présentée dans la mort telle qu'elle était, non pas quand elle est morte, mais quand elle l'a rencontrée. Elle avait commencé, à la limite, presque elle avait commencé avec le fantôme, même si ça commence avec son acte d'indépendance de je pars, je quitte Londres, mais c'est lié à sa rencontre avec le fantôme juste après, tu vois, elle prend le train, ou là, elle va au bord dans le village au bord de la mer, voilà, c'est plié, si tu veux, donc c'est l'aventure de Madame Mure, c'est rencontrer le fantôme, la maison très clairement, le fantôme. Mais au moins, elle est restée dans la maison jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte dans la maison, dans la même pièce que lui d'ailleurs. C'est le seul moment où il se touche en plus, parce que du coup, le seul moment où il se touche, c'est le moment où il lui tend les mains pour l'emmener. Alors, en plus, dans l'escalier, elle croise Martha qui monte pour aller découvrir le cadavre. Ça, on te montre pas Martha qui fait... Non, on verra pas. C'est dégueulasse. Mais bon, tu la vois, elle a un geste vers Martha, plein de compassion, de sympathie, et l'autre lui montre que, puisque pratiquement ils disent rien, c'est un visual storytelling à la fin, et donc il lui fait comprendre que, bah non, ça y est, c'est fini, quoi, on s'en va. Et donc, effectivement, ils descendent et ils partent. Ils quittent la maison dans un brouillard absolu. Donc, voilà, c'est vers les limbes, vers le néant, Est-ce que vraiment c'est se retrouver ensemble c'est le néant en fait. Moi, ça m'a fait penser à Les Autres, quand ils sortent et qu'il y a le film avec Nicole Kidman. Oui, avec Nicole Kidman. Où en fait, finalement, elle est coincée dans les limbes, et peut-être qu'ils vont rester dans les limbes pour rester ensemble. Tu vois, c'est une fin douce amère aussi, parce que dans le même temps où t'es content d'avoir vu le fantôme qui est là pour elle, qui vient la chercher, que t'avais grillé très vite, mais c'est beau en même temps, et heureusement, parce que alors... C'est très beau, mais bon, ils sont morts, rien ne va leur arriver, tu vois, c'est ça. Bon, ils sont morts, et en même temps, maintenant, ils ont l'éternité devant eux, hein, quelque part. Une éternité de brouillard, hein, visiblement, hein, parce que, comme il l'a dit, les choses qu'ils auraient pu vivre, d'aller au pôle Nord, d'aller voir des aurores boréales, d'aller regarder des tempêtes sur l'océan et je ne sais quoi, ils l'auront ils auront plus les sensations, mais ils sont ensemble. Ah ça, ils n'auront pas de sensations. Donc, quand cette femme-là, il y a une partie amputée, tu peux le dire, parce que finalement, toute une partie de sa vie de femme aura été amputée. C'est-à-dire qu'au début du film, tu crois que tout est possible pour elle parce qu'elle s'en donne les moyens. Et très rapidement, tu vois qu'elle s'enferme dans un truc et c'est comme si elle avait fermé la porte, quoi. Ah bah écoute, comme dans Maid's Revenge, elle va passer tout son temps dans la maison. Prisonnière du fantôme de l'être aimé. C'est ça. Mais je te dis, une veuve de marin, hein, ça va aussi avec ça. Et puis il y avait peut-être le fait, est-ce que de manière subliminale, il n'y avait pas aussi toutes ces femmes qui avaient perdu leur conjoint à la guerre. Il y a eu beaucoup de veuves. Il y a eu 2 guerres quand même juste avant. Et donc toutes ces veuves qui ont perdu leur mari et qui, oui, du coup, on sait que les 2 guerres mondiales ont fait énormément pour l'indépendance féminine. Mais à quel prix aussi, c'est ça. Mais à quel prix aussi. C'est ça qu'il faut voir, voilà, exactement. Je pense qu'il y en a plus d'une qui aurait préféré conserver son homme plutôt qu'avoir le droit de vote ou ne pas avoir à choisir, si tu veux. Bon, il se trouve que l'histoire s'est faite comme ça, mais quel prix. Par contre, je note, sur le plan, c'est là que tu sais que c'est un conte de fées, c'est qu'elle arrive à faire toute sa vie avec les copyrights d'une autobiographie sur un marin. Tu te dis, alors là... Chapeau, hein. Ou
ou ailleurs qu'en Angleterre, parce que je vais te dire franchement, excuse-moi, mais non, c'est pas 50 Shades of Grey hein, qu'elle a vendu, hein. Et encore il y en avait 3 des bouquins, il y avait pas d'adaptation, enfin je veux dire, et là avec ça elle vit quoi. Alors peut-être que la manière de, mais bon, même à l'époque il y avait très peu de gens qui vivaient de leur sur rente, un livre, même un best-seller. Voilà, parce que l'autre Uncle Neddy il en vendait plein, tu vois. Bah quand même. Après c'est vrai qu'une fois qu'elle a acheté le cottage, ça aide, mais bon, elle a vécu des décennies sur les royalties. Born to be Alive, tu peux te rhabiller quoi. Je veux dire. Sur Capitaine Ah la vache, X. c'est un best-seller. Harry Potter, toi aussi tu peux te rhabiller quoi. Je sais pas. Bon, tant mieux. Oui, c'est vrai que ça relève de la fantaisie. Écoute, le capitaine, il est resté habillé tout du long. Alors de toute façon, ça manque. C'était très étonnant ce choix vestimentaire. Autant le col roulé, je peux comprendre. Autant cette veste immense. Ah mais parce qu'il était comme ça sur le tableau. Donc forcément, il fallait qu'il garde son truc parce qu'effectivement, elle le voit là-dessus et la première fois qu'il apparaît, il apparaît comme sur le tableau. Et c'est pour ça qu'après, elle commence par se dire, quand elle a été brainwashée, ah bah oui, bah j'ai imaginé parce que forcément, l'ambiance, l'atmosphère, le tableau, bon bah c'était facile d'imaginer cette histoire. Parce que je suis influençable. Non, mais c'est parce que tu te dis, la magie, un lieu, ça peut vraiment te troubler tes perceptions et t'amener à douter de certaines de tes facultés ou de tes souvenirs. C'est vrai, il y a des endroits... Alors, plus c'est ancien, plus c'est chargé au bord de la mer, la brume, machin, là, oui, on y est sensible, bien sûr. Notre imaginaire fait le reste et bon, elle a beaucoup d'imagination, elle aime lire, elle aime les poètes romantiques, manifestement. Donc, bon, il y a un terrain, si tu veux, déjà, chez cette femme, manifestement. Voilà. Oui, elle n'est pas tombée amoureuse de cet endroit-là et de cet homme-là par hasard non plus. Oui. Elle a quasiment rien touché. La maison est restée dans son jus. Ça rien. Plus tout de suite. Rien. Je me suis fait cette réflexion moi sur la cuisine à la fin. Elle est où la technologie? Tu te dis, à quel moment ils ont Bah oui, c'est ça. Ils ont jamais changé quoi que ce soit dans la cuisine. C'est encore le vieux piano dans le fond à bois, machin. Ah bah ça c'est le gaz. Non, il y a le gaz. À la mode, hein, mais il y avait le gaz. Oui, mais sinon l'électricité, t'as pas l'impression qu'elle ait fait son apparition dans le cottage? Non, il y a jamais eu rien. Autant t'as le temps qui passe autour, tu vois. Et en fait, ce cottage est une bulle qui n'évoluera qui pas. Alors ne tombe pas en désuétude, contrairement à la borne avec le nom de la gamine sur la plage, le cottage reste pimpant, etc. Elle l'entretient comme on entretient un musée, quoi. Le temps s'est arrêté littéralement pour. Bah c'est littéralement une bulle spatio-temporelle. C'est ce qui leur a permis de se rencontrer. C'est le véhicule de rencontre, tu vois, pour eux deux. C'est le pont entre les deux, c'est cette maison. C'est ça qui les a réunis et qui les réunit à la fin. Ils se réunissent. C'est leur porte spatio-temporelle. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que quand elle visite la maison, au-delà du fait qu'il faut appuyer qu'elle a un gros coup de cœur pour la maison, elle a un plan un peu alambiqué, il y a beaucoup de pièces, etc. Finalement, le film passe pas mal de temps à nous présenter la maison et à la voir à travers ses yeux. Son regard qui est à l'opposé de celui de l'agent immobilier qui a qu'une envie, c'est de se barrer, bien sûr, hein, parce qu'il attend le moment où il va se faire tirer les pieds par le fantôme ou les oreilles. Ouais, tu passes beaucoup de temps à te présenter la maison alors que tous les meubles sont encore sous des draps poussiéreux, patati patata, parce que on veut vraiment te faire sentir le sens de l'espace dans cette maison, qui est à la fois spacieuse, et puis à un moment donné, ça va devenir un peu claustro, parce qu'effectivement, tout se passe dans la maison, et c'est un peu étouffant, et c'est fait exprès. Alors, on veut surtout bien te faire comprendre que le seul endroit qui est impeccable, c'est le télescope qui est il est astiqué, le télescope, il est rutilant. C'est le seul truc qui ne prend pas la poussière. On te dit, alors on dit, tu es propre, machin. Et alors, généralement, le sous-titrage, c'est, il est astiqué. tu le lis autrement. N'est-ce pas, docteur Freud? J'avais pas... Non mais on avait bientôt lu Freud et eux aussi, mais je crois que non mais c'est vrai que clairement il est sur tous les plans et là on l'a mis sur tous les plans du montage quasiment et il y a une envie de pénis qui a lieu dans ce film qui n'est jamais concrétisé. Parce que le seul pénis qui ferait l'affaire est mort et pourri dans une tombe depuis 4 ans, donc. Mon Dieu, c'est triste. Ouais. Bah oui, bah voilà, c'est Je t'aime mélancolie. Il faut vraiment l'apprécier comme ça. Élégiaque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Il était vraiment très Ah bah écoute, ça me rassure. J'aurais été chagrine si tu l'avais pas bien aimé. Bah on espère que vous avez aimé ou que vous aimerez ce film également. Prochain film dans les Lucasfilms Regarde dans le rétro, ce sera mon choix. Ah, tu as déjà choisi?
Je vous dirai pas, mais tu te doutes, je pense, hein, parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers quand on était en off. Donc voilà, ce sera aussi un film en noir et blanc, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc d'ici là, bonne dégustation de ce petit chef-d'œuvre hollywoodien dégoté par Claire, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.